France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans votre émission le LGF jusqu'à 18h en ce vendredi. Nous sommes le 13 juillet à J-2 de ce match important évidemment de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde face à la Croatie. On rappelle d'ailleurs que ce dimanche France Maghreb 2 assurera les commentaires du match avec Jean-Marc Zébélus et Nordine Salhi en direct de Renat Montreuil. Vous êtes d'ailleurs attendus pour aller voir le match en famille entre amis, 50 rue de la République à Montreuil. On vous y attend dès 16h pour faire monter un petit peu l'ambiance et puis le match à vivre donc sur France Maghreb 2 ce dimanche à partir de 17h avec les commentaires de nos spécialistes. C'est parti jusqu'à 18h avec Tarek Mami pour m'accompagner aujourd'hui et nous allons parler ainsi revenir sur le discours prononcé lundi dernier à Versailles par le président Macron. Nous ferons le point sur les différentes annonces, si tant est qu'il y en ait d'ailleurs, sur ce discours en tout cas, sans vote on le rappelle, qui était donc prononcé lundi dernier. Et puis nous basculerons évidemment sur ce qu'entend faire justement Emmanuel Macron sur l'islam, la réorganisation de l'islam en France tout à l'heure, avec vos interventions bien sûr au 01 40 33 9000, sans oublier une petite page consacrée au foot et à cette finale, à cette ambiance qui monte à grands pas à J-2 bien sûr. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio, d'avoir fait le bon choix évidemment puisque vous êtes à l'écoute de France Maghreb 2 et du Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, le Grand Forum en ce vendredi. Et ça fait bien longtemps qu'on l'a pas vu dans les studios, l'ami Tarek Mami. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en fait, ça fait des années que je cherche ce qu'on peut appeler le don d'ubiquité, d'être dans plusieurs endroits en même temps. Je cherche toujours, j'ai toujours je pas pensais que vous préfériez les palais de la République. C'est pour ça que vous aviez déserté la radio. Eh ben voilà, donc j'aurais voulu être à la fois du côté des palais de la République Versailles, très beau château pour ceux qui l'ont pas encore visité, Christophe. Oui, c'est vrai. Je sais que toi tu l'as visité, Oui. que vous l'avez visité. En tout cas, moi, cette partie-là, on la visite jamais. Parce qu'en fait, cette partie-là, c'est la partie Parlement qui était à l'intérieur du château de Versailles. Et aujourd'hui, quand vous allez visiter le château de Versailles, on va vous promener partout, les jardins, la salle des miroirs, la salle des glaces. Mais cette partie-là, c'est une partie cachée en quelque sorte derrière. Et c'est là où il y a eu d'ailleurs la révolution. Et on reviendra tout à l'heure, mais Monsieur Macron, c'est pas par hasard qu'il a choisi la date du 9 juillet. Il aurait pu la faire le 10, le 11, le 3 ou le 27, parce que c'est un 9 juillet 1789 que les citoyens français, les parlementaires se sont révoltés contre donc le roi pour pour se constituer en constituante et commencer à écrire le texte. Et cette partie, elle est un peu cachée dans l'histoire de France pour le commun des mortels. Alors, et c'était beau. C'est une visite qui coûte quand même 300 000 €, ce qui est pas rien. Elle nous coûte à tous. Oui, 300 bien sûr, c'est pour ça que je dis ça. Non, elle nous coûte à tous. Alors nous, les journalistes, faut toujours vendre la mèche. Nous y gagnons à chaque fois le café, l'eau, le thé et les petits gâteaux gratuitement. Ouais. Donc ça fait partie de 300 000 €. Donc s'ils veulent grignoter sur les journalistes, ils n'ont qu'à enlever les cafés et l'eau. Ils ont déjà enlevé quelque chose parce que dans d'autres endroits, quand on va, les journalistes dans des opérations comme celle-là, on a en plus un petit sandwich pour tenir, parce qu'en gros, on arrive, nous, vers 11h midi, on part à 19h, et sur place, en général, il n'y a pas de quoi vendre. Cette année, ils ont innové, cher Christophe, ils nous ont ouvert une buvette dans laquelle on devait acheter notre repas, donc chacun a payé son repas, donc ça vient pas dans les 300 000 €, mais on nous a offert le café, donc moi je leur conseille de retirer le café et l'eau, et ça fera gagner 250 €, 300 €, et diront que ça coûtera moins cher. Bon, on en reparlera effectivement tout à l'heure de ce discours que l'on va décrypter, mais avant toute chose, mon cher Tarek, c'est incroyable de constater que finalement les auditeurs de la radio, ceux qui votent notamment à la question du jour et par rapport au sondage de dimanche pour la finale, alors jusqu'à présent, ils étaient tous contre la France en majorité. Et là, ça a changé. Oui. Puisque oui. on a 61% des votants qui croient, ou qui espèrent, je sais pas d'ailleurs, en tout cas qui croient en une victoire française face à la Croatie. Comment vous expliquez ce revirement? Parce que pas plus tard que la semaine dernière, oui, contre la Belgique, c'était la Belgique qui l'emportait. Voilà. Alors vous savez, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, ça fait très exactement partie de la culture française. Vous avez un super dicton français qui dit toujours, retenez la phrase, la victoire à plusieurs perd, la défaite est orpheline. C'est-à-dire, quand on gagne, tout le monde dit, on a gagné grâce à moi. Y compris les auditeurs qui participent au sondage. Donc, on va gagner.
parce que c'est la victoire. Et quand on perd, on dit c'est la faute de qui quand on a perdu la guerre? Chaque général, chaque politique dit c'est pas moi, c'est l'autre. Donc la phrase c'est la victoire a plusieurs pères, la défaite est orpheline, et c'est pour ça que les auditeurs de France Maghreb 2, qui sont très bien intégrés dans cette société française puisqu'ils sont eux-mêmes français, ce que M. Ciotti n'a toujours pas compris, réagissent comme la moyenne des Français dans tous les domaines, y compris dans ce domaine-là. Ouais, en tout cas, c'est dimanche, le grand jour, bien sûr, cette finale qu'on attend depuis, il y en a eu une en 2006, mais bon, on nous rappelle un peu de mauvais souvenirs. On se rappelle de celle d'il y a 20 ans. Voilà. On était tous, en tout cas, ma génération plus jeune et plus beau. Et nous, à l'époque, en tout cas ma génération, a commencé à soutenir l'équipe de France dès le premier match. Alors que cette année, la bascule psychologique a commencé à se faire à partir du moment où la France est sortie de la poule des présélections en quelque sorte, parce que la majorité des Français pensaient pas que l'équipe de France allait passer ce qu'on appelle le premier tour, comme les pays arabes, comme les pays africains, comme l'Allemagne, comme d'autres. Et à partir du moment où la France va gagner, il y a une espèce de vent d'espoir, et on reprend la superbe phrase encore de Rome, de Grèce et de Carthage, donnez-leur des matchs, et pour d'autres, et des femmes, et de l'alcool, et ils seront heureux. Effectivement. En tout cas, c'est dimanche et ça se passera d'ailleurs comme la plupart des matchs que vous suivez sur France Maghreb 2 au Renatna de Montreuil. Tout à fait, 50 rue de Paris. On a été super heureux d'y être donc pour la début finale. Il y avait du monde alors que juste à côté il y avait un écran géant gratuitement dans la rue. Donc les auditeurs de France Maghreb 2 sont venus. Il y en a même qui sont venus, comme certains l'ont fait avec vous, cher Christophe, venus juste pour saluer l'équipe de la radio. Et puis donc ils sont partis. Et surtout on a eu une petite aventure qu'on peut raconter parce qu'il y a prescription. En pleine diffusion de match, donc nous avons perdu notre diffusion satellitaire du match pour pouvoir le commenter. Et parmi les auditeurs de la radio présents, 3 ont l'abonnement pour regarder les matchs sur leur smartphone, et 3 sont venus courir spontanément pour remettre entre les mains de Jean-Marc et de Nordine Salhi chacun son téléphone pour qu'ils puissent continuer à regarder le match et à commenter, tant et si bien quand on écoute le commentaire de France Maghreb 2 et qu'on est dans une voiture, il y a continuation du commentaire du match. C'est extraordinaire, c'est aussi ça l'ambiance de fraternité que ces matchs imposent à tous. 50 rue de Paris pour venir évidemment dimanche à partir de 16h pour faire monter l'ambiance. Et en plus elle a fait à manger la semaine dernière. Ouais, il paraît que vous avez bien mangé. A super bien mangé, et le peu qu'elle a fait pour manger est parti très vite parce que chacun, la victoire, elle donne faim. Tous ceux qui étaient là, chacun a commandé son repas, a payé son repas. Donc il y avait en plus, on a mangé sur place. Et on a même été récupérer l'ami Medjahed qui tenait lui les studios pour venir manger avec nous. Donc toute l'équipe de France Maghreb 2 présente à Haï maintenant à dîner ce soir-là ensemble, et c'était bon. Bon, alors je voulais commencer cette émission par une véritable leçon d'histoire qu'a donné Jean-Luc Mélenchon, c'était hier à l'Assemblée nationale, à monsieur Éric Ciotti. Alors est-ce que je peux faire juste une incise avant? Il faut rappeler que monsieur Ciotti lui-même, comme monsieur Sarkozy, comme monsieur Valls, comme des dizaines d'autres, sont eux-mêmes issus de l'immigration en France, une immigration très récente, en clair, en gros, pour certains d'origine espagnole ou italienne, entre les deux guerres à aujourd'hui, donc 1930 à ce jour, et pour beaucoup d'autres et pour la majorité, ils sont même venus en France après les années 40. En tout cas, ils sont tous nés après la Deuxième Guerre mondiale, et ces gens-là, qui sont eux-mêmes d'origine étrangère, par leur père direct ou au plus tard par leurs grands-parents, sont aujourd'hui les plus racistes, les plus discriminants, et ceux qui donnent le plus de leçons d'histoire de France à ceux qui sont aujourd'hui les derniers immigrés pour eux, tout en leur rappelant, et moi je l'ai dit à l'époque et personnellement à M. Valls, qu'il parlait des gens qui eux étaient français en 1830, quand tous ces pays, on ne savait pas dans quel coin de l'histoire et dans quelle situation ils se trouvaient, c'est-à-dire les Algériens sont français depuis 1830, et tous ceux qui sont venus se faire naturaliser plus d'un siècle après donnent des leçons à ceux-là, à leurs descendants et à leurs voisins. En tout cas,
une véritable leçon, et ça c'est du vrai bon Mélenchon. Bah, c'était un professeur de philosophie et d'histoire. Ouais. À la base. Non, mais quand il est comme ça, c'est juste parfait. Alors, on laisse juste apprécier les auditeurs. On écoute. Ça dure 2 minutes, mais c'est 2 minutes de pur bonheur et d'histoire, tout simplement. Écoutez. La référence aux racines chrétiennes, ce n'est pas parce qu'elles sont chrétiennes, aucun d'entre nous ici ne se mêlerait d'avoir à commenter la religion ni la contribution du christianisme pour finir à la culture française. Mais ce qui ne va pas, c'est le caractère exclusif que vous donnez à ces racines. Car les racines de la France, Monsieur Ciotti, vous avez évoqué le calendrier. Nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet, le mois de Jules César. Nous allons passer au mois d'août. C'est le mois d'Auguste. Le calendrier n'a rien à voir avec la religion. Vous avez évoqué l'architecture. C'est celle des Romains. Ils étaient, comme on disait, païens. Et puisque si vous êtes si bon français, souvenez-vous du fait que le seul empereur romain qui ait séjourné à Paris, Julien l'Apostat, était précisément réputé comme apostat parce que anti-chrétien et contre l'église de son époque. Et par conséquent, je vais vous dire qu'à Castel-Sarrazin, les racines françaises ne sont pas chrétiennes. Et qu'à Rouen, où se trouve la plus vieille synagogue de France, persécutée dès l'an 1000, les racines n'étaient pas chrétiennes pour les sujets du roi de France à cet endroit. Si bien qu'il y a et le christianisme et beaucoup d'autres choses. Et la dette que nous devons aux Arabes est immense en physique, en chimie, en mathématiques et en philosophie. Quant aux fameuses racines, il faut bien les mettre quelque part. C'est dans un événement qu'en général vous situez, qui est le baptême de Clovis. Une opération politico-militaire qui servait à l'Église à réprimer les Ariens, l'hérésie arienne. Donc il ne faut pas faire de l'histoire un tel argument à cet instant. La volonté républicaine, c'est d'en finir avec la référence exclusive à une philosophie ou à une image qui essentialiserait les Français. La nation française ne sera jamais une nation ethnique ni religieuse. J'achève en vous disant que Lamennais, qui était bon catholique, disait qu'il voulait la loi de 1905 parce qu'il ne voulait pas être la religion officielle. Souvenez-vous-en, si vous voulez être bon français, venez aux racines de la laïcité. Merci Monsieur Mélenchon. Voilà. Commentaire, Tarek? C'est une vraie leçon d'histoire, là, pour le coup. Bah, comme dit l'autre, rien. C'est une réponse comme on aimerait en entendre. Oui, rien à rajouter. Moi, j'y rajouterai trois choses. Je rajouterai que pour Monsieur Ciotti, qui est donc aujourd'hui représentant politique du sud-est français du côté de Nice, à côté de Nice, il y a une super petite ville. Elle s'appelle Ramatuelle. Ouais, c'est plus proche de Saint-Tropez que de Nice quand même. Non, mais dans cette région-là. Oui, bien sûr. On est dans la région PACA. Ouais. Bon, donc la région Alpes-Maritimes, je crois. Bon, en tout cas, on est dans cette région-là. La prochaine fois, chers auditeurs, auditrices, que vous verrez Monsieur Ciotti par réseaux sociaux, par présence, posez-lui la question. Ça veut dire quoi? Quelle est l'origine du nom de la ville Ramatuelle? Monsieur Ciotti, vous qui parlez de ces racines. Ben c'est simple, pour France Maghreb 2, vous le savez, puisqu'on l'a déjà dit plusieurs fois, Ramatuelle est la traduction en langue française de Rahmatallah. Rahmatallah, qui ça veut dire la bénédiction de Dieu. Et pourquoi cette ville a été appelée par les musulmans et les arabes à l'époque Rahmatallah, la bénédiction de Dieu? Parce que c'est une ville dans laquelle la température est tempérée et que, vu la chaleur de l'époque dans toute cette région, les gens allaient à Rahmatullah, à Ramatuelle, pour se rafraîchir. Voilà une des origines. Je ne dis pas qu'elle est exclusive, mais je dis que la France, c'est comme une sédimentation des montagnes. Il y a plusieurs étages, il y a plusieurs strates, et dans les strates, comme l'a dit M. Mélenchon, il y a les uns et les autres, et aujourd'hui, il ne faut pas se renvoyer à la gueule des spécificités et des exclusivités, la France d'aujourd'hui et le résultat de la France d'hier. Alors, autre sujet que je souhaitais évoquer avec vous. J'ai plus de casque. Vous avez plus de casque? Oui, j'ai plus de retour casque, quoi. Excuse-moi. Ah bah oui, c'est normal. Mon micro était éteint. Ah bah, forcément. Ah bah ouais. Donc, excusez-moi. Autre sujet. Excusez-moi. Et j'y suis à l'heure, vous l'avez pas dit. Oui, vous êtes à l'heure, oui. Et vous l'avez pas dit. Oui. Bon. Pas besoin de le dire normalement quand c'est à l'heure. Ah si. Ah bon? On a besoin de le dire. Quand on dit qu'il n'est pas à l'heure, il faut préciser on est à l'heure. Ou alors on dit plus rien. On parle que des trains qui arrivent en retard, cher Tarek. Non, on parle de rien. Parce que quand vous avez commencé une des écoles de presse, on vous apprendra que pour vendre votre journal, surtout à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais pour vendre votre journal papier à l'époque, faut toujours mettre l'information qui attire les gens. Et donc, vous ne parlez pas du train qui arrive à l'heure, vous mettez le train de Dijon d'hier est arrivé avec 3 heures de retard. Et donc,
c'est comme ça qu'on vend la presse. Je sais que vous essayez d'imiter cet exemple, mais avec les réseaux sociaux, c'est un peu dépassé, cher Christophe. Alors, autre sujet, évidemment, parce que ça, on pouvait pas passer au travers de cette belle leçon d'histoire. Ça fait tellement du bien quand ça vient de l'Assemblée nationale. Ce nouveau litige, Tarek, entre l'UE et Israël. L'ambassadeur de l'Union en Israël a été convoqué au ministère des Affaires étrangères ce matin. Selon le bureau du Premier ministre israélien, les autorités entendaient ainsi lui faire part de leur mécontentement. Après une nouvelle réponse de Bruxelles. Donc, la convocation de qui? Du ministre des Affaires étrangères. Donc c'est l'ambassadeur, de l'Union qui a été convoqué. De l'Union européenne. Voilà. L'Union européenne. Oui, non, mais oui, parce que Israël convoque tellement qu'on sait plus qui et à quel titre. Oui. Bon, Israël, en fait, aujourd'hui, elle est dans une position de force politique, militaire et autres qui l'aveugle complètement. Et donc, toute personne qui dirait, non pas une phrase, mais une virgule différente de la doxa, c'est-à-dire de la doctrine israélienne, devient soit antisémite, soit ennemi d'Israël, soit tout au moins adversaire. Ouais. Et donc Israël ne permet aucune critique, qu'elle soit flagrante, petite ou grande. Elle a déjà fait des lois pour expulser et pour interdire les ONG qui critiquent son action d'entrée sur le territoire palestinien occupé. Alors justement, Netanyahou a eu ces mots très durs envers l'Union européenne. Cela ne suffit pas que l'Union européenne finance des organisations qui s'efforcent de saboter Israël et qu'elle finance des constructions illégales. C'est indigné le chef du gouvernement. Apparemment, ils ne comprennent pas qu'Israël est un État souverain, a jugé Netanyahou ce matin. Il a raison, il est souverain puisque il ne tient pas sa souveraineté de son propre peuple ou de ses politiques, il tient sa propre souveraineté de la souveraineté américaine et avec le droit de veto. Imaginons aujourd'hui, Monsieur Mélenchon fait de l'histoire, cher Christophe, qu'il n'y ait pas de veto au Conseil de sécurité. Il y a longtemps que la question israélo-palestinienne ou palestino-israélienne aurait été réglée. Mais quand vous avez un parrain, et des fois l'exemple, c'est toujours difficile de le dire, quand vous êtes un petit bandit dans le quartier et que vous avez le grand bandit qui vous protège, vous donnez libre cours à toutes vos actions. Donc pour moi, c'est un non-événement qu'on convoque le représentant de l'Union parce que le mot illégal dans la bouche de M. Netanyahou me fait rire, me fait sourire et me fait crisper les lèvres, parce que s'il y a quelqu'un qui est dans l'illégalité depuis 1948 sur les frontières tracées par l'ONU, c'est bien Israël, l'État, et c'est bien M. Netanyahou. Donc il parle de construction illégale pour les Palestiniens. Ça me fait tout ça, cher Christophe. Alors pourquoi cette colère, le motif de cette colère de Netanyahou est une intervention en tout cas de l'ambassadeur européen à Tel Aviv auprès d'élus de la majorité. Emmanuel Etoffrel les a remis en garde contre un projet de loi actuellement en discussion à la Knesset. Si il est adopté en état, ce texte permettrait de créer des localités uniquement juives. Une mesure que le député considère comme discriminatoire et contraire aux principes démocratiques. Alors c'est beaucoup plus grave que ça, Christophe, parce que là on commence à rentrer dans des histoires malsaines de l'histoire des Juifs à travers le monde. On a toujours dit et écrit, des fois avec justesse et des fois avec fausseté, voire en travestissant l'histoire, que les autres peuples, que les autres religions, Christophe, ont créé des ghettos pour mettre les Juifs dans un ghetto enfermé. Et c'est vrai des côtés de la Pologne, et c'est vrai donc dans l'histoire médiévale de l'Italie. Mais quand vous avez un État qui lui-même procède de la sorte, donc il procède à un apartheid, et il recrée les mauvais exemples de l'histoire du peuple juif en créant des ghettos. Sauf que ces ghettos, il pourra jamais demain dire que c'est la faute des autres, c'est pour ça qu'il y a que des juifs. Et c'est traumatique pour celui qui connaît l'histoire de ce peuple et pour celui qui connaît l'histoire de cette religion. Monsieur Netanyahou est en train d'utiliser des arguments qui, à court ou moyen terme, comme dirait Ibn Khaldoun, se retourneront non pas contre lui parce qu'il ne sera plus sur cette terre, mais contre le peuple qu'il prétend aujourd'hui défendre, et le peuple qui aura à en répondre, à en souffrir dans quelques décennies. Quand on met les Juifs tout seuls, on ne leur rend pas service, on les isole du reste de la communauté internationale et des Palestiniens. On interdit par la loi le vivre ensemble. Or, ce qui permet aujourd'hui au peuple du monde d'essayer
de vivre ensemble, c'est de chercher se vivre ensemble en vivant ensemble. Alors, l'actualité en France, mon cher Tarek, c'est le Premier ministre qui a révélé ce matin le nouveau plan d'action du gouvernement contre le terrorisme. Sa présentation intervient à la veille d'un week-end classé à haut risque, Oui. entre les festivités du 14 juillet demain et finale de la Coupe du Monde de foot. 110 000 gendarmes d'ailleurs et policiers seront mobilisés tout le week-end sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur ce midi dans les locaux de la DGSI. Édouard Philippe donc a dû présenter un total de 40 mesures pour prévenir de nouveaux attentats et l'un des principaux enjeux c'est de préparer le pays à la remise en liberté des détenus radicalisés. Pour ce faire, une cellule spécifique sera créée afin de les suivre une fois qu'ils seront plus en prison. Je vous propose d'écouter un extrait du discours prononcé ce matin par Édouard Philippe, le Premier ministre. 1er juin 2018, les prisons françaises comptaient 506 individus détenus pour actes de terrorisme et 1109 prisonniers de droit commun identifiés comme radicalisés. 450 d'entre eux devraient être libérés d'ici la fin de l'année 2019. Certains représentent encore une menace, même à l'issue de leur incarcération, et doivent donc faire l'objet d'un suivi renforcé. Nous allons donc renforcer nos instruments de veille sur certaines situations particulièrement sensibles. Une cellule spécifique associant le renseignement pénitentiaire en assurera le suivi. Nous allons également renforcer le suivi des personnes placées sous contrôle judiciaire en recourant à l'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, laquelle sera facilitée. Voilà, Édouard Philippe qui présentait donc ces mesures en tout cas pour lutter contre le terrorisme, parce qu'effectivement il y a un certain nombre d'individus qui vont sortir de prison et qui représenteraient donc une menace, cher Tarek. Alors il y a deux choses, cher Christophe. Moi je pense que les hommes politiques font de la politique, ne font pas du droit et ne font pas de la protection de la société dans sa globalité. Aujourd'hui, qui est spécialiste de la lutte contre le terrorisme en France et dans le monde? Je ne sais pas, comme dirait l'autre, moi, président de la République, je ferai une réunion internationale dans laquelle aucun politique français, mais dans laquelle les spécialistes de la sécurité française se réunissent avec leurs collègues, j'allais dire en deux collèges. D'abord avec leurs collègues du Maghreb, qui aujourd'hui, malgré tout ce qu'on en pense, sont les meilleurs connaisseurs des filières du terrorisme, parce que ce terrorisme revendique une identité soi-disant musulmane, islamique, et que les policiers du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, ce qui reste en Libye, en Égypte et en Syrie, même si on n'est pas avec les Syriens, connaissent le modèle psychologique et la forme de pensée des terroristes. Et donc une réunion avec ces gens-là permettrait d'arriver à des espèces de conclusions de travail que ces sécuritaires de deux côtés de la Méditerranée transmettraient aux autorités politiques, avec donc des notes et des propositions pour que les politiques les réalisent. Mais quand vous avez des gens comme M. Ciotti, je reviens puisqu'on a écouté la leçon qui lui a été donnée, et tous les mecs et tous les députés et tous les hommes politiques de droite et de l'ultra-droite française, comment voulez-vous faire de la sécurité avec des gens qui confondent religion, culture, histoire et terrorisme? Donc moi, mon conseil, Monsieur le Président, c'est de faire le travail à chacun dans son domaine, que les sécuritaires travaillent ensemble et que les politiques en tirent les conséquences. Dans un instant, on va parler d'un petit changement dans la Constitution. Un mot qui a disparu. Un petit et un grand, et on pourra se poser la question pourquoi. Dans un instant. On ne voit plus rien, mais on sent qu'il est à l'intérieur et est en train de le tabasser. Mais c'est scandaleux pour la République et c'est scandaleux pour la police française qui est gangrénée par quelques policiers, ce qui pousse beaucoup de gens à tort à traiter toute la police. Ils sont tous pourris comme les politiques. Et puis je précise que la petite leçon d'histoire de Jean-Luc Mélenchon qu'on vous a fait écouter tout à l'heure, on vous l'a mis également sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Vous pouvez aller la déguster, la consommer sans modération, j'ai envie de vous dire. Alors, je voulais que l'on évoque, avant de parler du cas Macron dans un instant, des députés qui donnent leur feu vert, Tarek Mami, à la préservation de l'environnement dans l'article 1er de la Constitution, celui qui définit les valeurs fondamentales de la République. À l'inverse, le Moras en est lui désormais banni. Il a été supprimé hier par un vote également à l'Assemblée nationale. L'amendement a été adopté à l'unanimité et des 119 à l'unanimité. 119 élus présents à l'unanimité. Bah c'est une bonne chose. Si c'est l'unanimité, ça veut dire que même le Front National, qui n'était pas là. Non mais
À partir du moment où il est pas là, il a tort. Donc quelque part, il valide et il veut pas créer une polémique qu'on lui sortira dans toutes les campagnes politiques prochaines. Il est pas là. Mais c'est une bonne chose. Alors je vous donne quand même l'intitulé maintenant de la Constitution. Oui. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. C'est désormais donc ce qu'il aura écrit dans cet article premier. Le mot sexe est introduit, le mot race est supprimé, Tarek. D'accord. Alors, justement, c'est ce que j'allais rebondir, cher Christophe. Il n'y avait pas sexe, on rentre sexe. Il y avait race, on enlève race. Aujourd'hui, la question de sexe est une question très compliquée dans la définition de la loi parce que aujourd'hui, vous avez officiellement les hommes, les femmes, les transsexuels et je sais pas quoi qu'il va falloir prendre en considération. Par contre, cette introduction du mot sexe va servir aussi dans la future organisation. Je sais que je suis tordu quand je lis les textes politiques et juridiques, mais elle va servir dans la question de l'organisation de l'islam de France dont on va parler tout à l'heure, cher Christophe, puisque dans le discours du président Macron, on y reviendra, il dit donc que l'un des principes de la République, c'est l'égalité entre les sexes, entre l'homme et la femme, et que la lecture radicale place une différence dans cette lecture radicale de l'islam entre les hommes et les femmes. Voilà donc ce que je peux en rajouter sur cette question, cher monsieur, cher Christophe. Oui, alors voilà, donc 119 effectivement qui étaient présents, il n'y avait pas d'élus apparemment au Front National, donc voilà. Donc pour ce petit changement, donc le mot race n'existe plus dans la Constitution puisqu'il a été banni par les députés. Alors non mais c'est dans l'absolu c'est une bonne chose puisque ça va casser en fait la thèse de l'extrême droite sur l'inégalité des races qui a prospéré dans toute l'histoire de l'extrême droite française chez Hitler et chez d'autres et qui va remettre les pendules à l'heure. La France est à ce titre précurseur de beaucoup de déclarations comme dirait monsieur Badinter. Espérons que par la suite l'application de cette nouvelle décision soit prise en considération partout et qu'avec le temps cette histoire d'égalité sera mise en place, y compris quand on parle d'égalité dans le contrôle des identités, parce qu'il n'y a plus de race, il n'y a plus que des citoyens. Alors j'ai vu, c'est un article qui est paru chez nos confrères demain.com, un collectif d'Algériens et de Marocains qui vont marcher le 22 juillet prochain pour demander la réouverture des frontières fermées depuis 1994, il me semble. Très belle nouvelle. Et les bonnes nouvelles, j'allais dire, on s'étend pas là-dessus. Parce que ça envoie aussi un message aux politiques que les peuples en ont marre des batailles politiques et j'allais dire qu'ils n'ont qu'à s'asseoir qu'ils n'ont qu'à faire asseoir le président algérien et le roi du Maroc dans une table et qu'on les enferme pendant 3 jours et qu'ils sortent avec une solution et qui plaît à l'un et à l'autre, qu'ils nous foutent la paix parce que ça coûte l'amitié et la fraternité entre les deux peuples algériens et marocains. Ça coûte de l'argent. On parle d'un point de développement PIB pour chacun des pays et un point pour la Tunisie également, membre malgré elle de cette bataille, et un point pour la France. Donc, vous voyez que les bêtises des hommes politiques, quand elles durent longtemps, les gens en ont marre. D'ailleurs, au Maroc, apparemment, il y a également le lancement d'un boycott de Coca-Cola. Le peuple marocain aujourd'hui est en train... Ah oui, après l'eau Sidi Ali, après voilà. Danone, oui. Les stations-service. Oui, aujourd'hui, donc le peuple marocain est en train de prendre en charge sa destinée. C'est une leçon politique, quoi. Oui, et par ricochet, la destinée du Maghreb. Et nous, j'ai toujours répondu qu'on aurait pu appeler la radio France-Tunisie ou France-Algérie quand on l'a créée au France-Maroc. On a fait le choix de l'appeler France-Maghreb parce que pour nous, ce sont des questions dépassées dans la mentalité des peuples et que les politiques doivent s'y plier, cher Christophe. Alors en matière de PIB, puisque vous en parlez, on a perdu une place. La France est 7e et on s'est fait doubler par l'Inde. Alors j'ai lu... non mais c'est plus que ça, Christophe. C'est plus que le point de PIB. C'est un peu plus compliqué. J'ai lu l'article, j'ai pas retenu grand chose, mais l'Inde nous dépasse. Aujourd'hui, oui, je sais pas... 7e. Oui, non mais elle nous dépasse. Par contre, j'ai lu un article il y a quelques jours qui dit que, et retenez l'information, si la France perdrait la maîtrise du franc CFA en Afrique, elle basculerait directement à la 29e place dans le classement mondial. Donc, vous comprenez pourquoi elle y tient absolument. Voilà, donc je vous donne le truc, c'est un article économique aussi compliqué, mais la perte
où l'arrêt des francs CFA pour que les pays africains montent leur propre argent fait dégringoler la France à la 21e. Donc quand Emmanuel Macron va leur dire essayez de vous débrouiller pour si vous en voulez plus vous en débarrasser. Et en fait, ce qu'il leur dit pas ou ce qu'il pense ou ce qu'il dit entre guillemets, tout en restant non pas sous la coupe de la France, mais en collaboration avec la France. Ce sont des jeux de mots, mais la réalité est celle-là. Alors justement, tiens, transition toute faite, Emmanuel Macron, effectivement, vous ne l'avez pas loupé, il était à Versailles. Le roi Macron a réuni le Parlement pour un congrès qui apparemment va être une habitude chaque année, visiblement, c'est ce on c'est en installé. croit. En tout cas, c'est installé dans la tête de Macron et dans la tête des politiques français. Voilà, donc ça va se passer tous les ans. Donc c'était lundi dernier et il y avait donc beaucoup de monde. Alors quelques élus qui sont pas venus, je crois de la France Insoumise et quelques communistes. Toute la France Insoumise n'est pas venue. Ouais, quelques communistes, quelques LR aussi voilà, sont pas venus. Et après quelques-uns de chaque parti. Voilà. Quelques socialistes sont pas venus, quelques LR et quelques. Tout en marche était là, quasiment. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on a réalisé des superbes interviews que vous avez diffusées. Et personnellement, je trouvais. Alors, il y a une erreur sur le nom du député. En fait, il s'appelle Monsieur Éric Diard. C'est lui qui maniait la plaisanterie en politique et qui disait aujourd'hui, il va nous chanter mes emmerdes, je sais pas quoi là. Ouais. C'est extraordinaire. On a passé avec lui, en gros, 3 minutes avant et 10 minutes après. C'est un député qu'il va falloir réinviter à France Macabre 2 parce qu'il a une vision du monde assez détachée. Il est LR, mais il est LR un peu libéral dans sa tête et il a des jeux de mots extraordinaires et on a apprécié les quelques minutes qu'on a passées avec lui, avec Jean-Marc Gébélus. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que dans quelques jours vous sera diffusée une interview que j'ai réalisée lundi dernier dans les bureaux de l'Assemblée. C'était d'ailleurs quelques heures avant le congrès, avant de s'y rendre. Sonia Crimi, qui est députée donc En Marche et qui nous a reçus dans son bureau. C'était un moment extraordinaire et c'est là qu'on voit finalement c'est un bel exemple, Sonia Crimi. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a obtenu sa nationalité française il y a peu. Elle est arrivée en France il y a pas beaucoup de temps, on va dire, et comme quoi tout est possible. L'exemple en est donné à l'image de Sonia Crimi, puisqu'elle est aujourd'hui, 5 ans après avoir obtenu sa nationalité française, députée avec un beau score, parce que je rappelle qu'elle avait fait 60,93% au second tour. Elle succède ainsi à un certain Bernard Cazeneuve dans la 4e circonscription de la Manche. Et belle rencontre, et on voit en tout cas qu'elle fait effectivement partie de cette majorité, mais qu'elle combat en même temps cette loi asile-immigration qui lui avait valu quelques remontrances, bon, même si elle nous dit le contraire. Au mois de décembre dernier, elle combat en tout cas de toutes ses forces cette loi qu'elle estime injuste, et d'ailleurs elle s'est abstenue lors du vote en première lecture, et elle nous a promis à notre micro d'être encore plus combative lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, et qu'elle surveillait de très près, ça c'est des petites confidences en off aussi, on en parlera tout à l'heure, ce qui se passait en matière de d'islam en France. Elle a rencontré quelques conseillers et elle entend aussi donner de sa voix pour que se fasse pas n'importe quoi, parce que si on en croit en tout cas les différents échos qu'on en a, c'est que ça patauge vraiment. C'est pour ça que Macron a repoussé ses annonces, parce que il a consulté des personnalités effectivement, mais alors d'horizons complètement différents. On sent qu'il peine à trouver la solution. Moi, je vous poserai la question tout à l'heure, Tarek Mami. Pourquoi il s'occupe de l'islam? Pourquoi il fait une exception concernant les musulmans? On lui a pas demandé de s'occuper de l'islam. L'islam est capable les organisations, les personnes qui sont censées gérer cette religion et le bon fonctionnement, en tout cas en France, doivent être capables de pouvoir travailler ensemble. C'est pas au président de la République, au nom de la laïcité, de s'en occuper. Ça, c'est mon avis. On en discutera tout à l'heure. Voilà. Alors, on aura tout à l'heure Monsieur Abdallah Zikri. Ouais. Et Monsieur Ahmed Mishrefi. Ouais. Zikri, vous lui poserez la question, il vous répondra. Et à la fin de l'émission, je vous donnerai mon point de vue. Moi, je pense que le président de la République doit s'occuper de tout, en sa qualité de président de la République. Et en tout cas, il doit s'occuper de tout ce qui ne marche pas. La précision, et comme il s'occupe par exemple de la retraite parce que le dossier est difficile, que ça marche pas, comme il va s'occuper de SNCF qui a des gros problèmes, comme qu'on soit d'accord avec lui ou pas sur les solutions, mais on ne peut pas nier l'existence de ces problèmes. Aujourd'hui, on a un problème d'organisation de l'islam de France, et donc il revient au président de la République de s'en occuper. Peut-être pas de la manière qu'il fait et des propositions qu'il va nous soumettre. Laïcité, Tarek Mami, il n'y a pas de laïcité. La laïcité. Ah bah si, on nous la rabâche tout le temps. Non, attendez. La laïcité fait que le président de la République doit la protéger. Et quand vous avez un monsieur Valls et un monsieur Ciotti qui passent leur vie à
comment dire, à insulter une partie de la population française. Il est du rôle, on y reviendra tout à l'heure, il est du rôle du président de la République, avec ce changement de la Constitution, cher Christophe, de défendre tous les citoyens sans distinction d'origine. Et aujourd'hui, les citoyens qui sont insultés, ce sont les citoyens français de culture musulmane. Et pour moi, il appartient au président de la République de régler les problèmes. Je suis d'accord avec lui sur le fond de le faire. Je peux ne pas être d'accord avec lui sur la forme de le faire ou sur le résultat de ce qu'il va proposer. C'est pas la même chose. Bon, petite différence. Oui, bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. On peut rappeler M. Zécry. Et on a, il y a quelques minutes, un communiqué de presse, il y a quelques jours, du CFCM, qui propose le fait de créer une nouvelle association dite cultuelle. Et il y a une cinquantaine de minutes, je reçois de la mosquée de M. Kamel Kaptan de la grande mosquée de Lyon un communiqué qui dénigre, pour faire simple, le CFCM, qui rejette sa proposition d'association cultuelle et qui appelle, et ça c'est une bonne nouvelle, à l'organisation des assises nationales de la communauté musulmane pour donc l'extraire à la fois des mains du CFCM et des mains des politiques et peut-être du président Macron. Est-ce qu'on peut peut-être être un peu transparent et surtout franc sur cette histoire? En fait, on a l'impression dans cette histoire de ces différents représentants au travers de leur communiqué que chacun a ses petits intérêts et qu'ils n'entendent pas lâcher le morceau et que chacun essaye de tirer la corde vers soi et l'otage de tout ça, c'est les musulmans. Oui. Alors moi j'ai une proposition, je la discuterai tout à l'heure avec Ahmed El-Meshrifi de la grande mosquée de Reims. Moi ma proposition elle est simple. Qu'est-ce qui empêche? Moi je les appelle les patrons de mosquées. On ne tourne pas autour du pot. Ce sont des patrons propriétaires. C'est soi-disant des associations. Il y a quelques vraies associations dans lesquelles il y a la démocratie qui marche, cher Christophe. Et il y a surtout plusieurs associations qui sont des associations familiales de monsieur et madame, pour faire simple. Qu'est-ce qui empêche? Et puis après, ça c'est le premier étage. Le deuxième étage, vous avez les associations qui appartiennent à des fédérations qui se battent tous les jours. Musulmans de France, Grande Mosquée de Paris, chez les Marocains il y en a 2. Qu'est-ce qui empêche ces patrons de se réunir pour dire, comme nous sommes contre la fondation de l'islam de France qui a été proposé par l'ancien ministre de l'Intérieur, nous on crée notre propre fondation. Écoutez-moi bien, cher Christophe, en tout cas c'est ma vision du monde. Nous on crée une fondation et on met toutes nos mosquées à l'intérieur de cette fondation qui devient la fondation de toutes les mosquées de France. Nous sommes tous membres du conseil d'administration et on prend les décisions non pas mosquée par mosquée, mais globalement pour toutes les mosquées, et on ouvre le droit de vote à tous les citoyens qui se disent musulmans et qui veulent participer à l'élection de ce conseil d'administration. Là, par cette démarche, vous changez comment dire, la mentalité et vous rentrez dans l'organisation d'un islam qui répond aux vœux de la base. Alors qu'aujourd'hui, en fait, chacun défend sa mosquée qui est sous forme de SCI, qui est sous forme de loi de 1901, qui est sous forme de loi de 1905. Il n'y a même pas d'harmonie à ce plan-là. Et donc, c'est à ce titre que si on s'organise pas, si les patrons de mosquées ne s'organisent pas, il y aura bien quelqu'un de l'extérieur qui viendra les organiser malgré eux et qui fera adopter une loi qui s'appliquera à eux et ils perdront leur mosquée, leur association, tout ce que vous voulez. Et j'ai craint, moi, qu'à terme, on arrive à cette solution. Bon, on en reparlera tout à l'heure donc avec Abdallah Moubarak. Zécry. Alors, je profite d'une incise, Christophe, qui va nous sortir complètement des sujets, puisque on aura M. Zécry et M. Ahmed Meshrifi tout à l'heure. Il y a la fondation de la Maison de Tunisie qui fait ce week-end une opération extraordinaire que je viens de découvrir. Donc, cette fondation de la Maison de Tunisie accueille une opération qu'elle appelle Paris scientifique. Par Paris, il faut comprendre la ville, Christophe, avec S, mais en même temps, il faut comprendre Paris sans S, c'est-à-dire le Paris scientifique, comme on disait jadis le Paris de Pascal. Il s'agit d'un camp scientifique international qui est organisé donc par une association tunisienne. Et entendez bien, la France perd tout dans cette histoire. L'association en Tunisie s'appelle Youth for Science Foundation. Et c'est une association qui est active depuis 2010. Elle a officialisé ses statuts en 2014 et son principal objectif est de mettre la science à la portée des enfants de 6 à 18 ans en Tunisie. Elle organise donc la foire nationale des sciences technologiques chaque année en partenariat avec le ministère de l'Éducation
je précise tunisien, et discerne des prix aux collégiens et aux lycéens en Tunisie. Et cette association donc vient passer une semaine à Paris, à la fondation, donc à la Maison de Tunisie qui est à la porte d'Orléans, pour confronter son expérience et pour profiter donc de visiter tout ce qui est fait en France. Et dans leur programme, on a quand même prévu, cher Christophe, parce que personne n'est dupe dans notre vie, les horaires des matchs de diffusion de tous les matchs sont insérés dans le programme pour que ceux qui veulent regarder les matchs, ils regarderont quand même les matchs, même s'ils sont scientifiques. Et cette année, donc, cette première opération de Paris scientifique à Paris va accueillir 29 collégiens et lycéens de Tunisie. Ils visitent tous les sites scientifiques et culturels dans Paris. Comme ça, ils peuvent à la fois faire leur scientificité et la visite agréable. Et c'est la fondation de la Maison de Tunisie qui, en partenariat avec le Consulat général de Tunisie à Paris, mais aussi, excusez de l'incise encore, la radio France Maghreb 2, qui organise ce samedi 14 un buffet, une soirée musicale à partir de 21h demain à cette maison de la fondation de Tunisie qui est à la cité universitaire du côté de la porte d'Orléans. Pour plus d'informations, donc on écrit au directeur un mail au directeur maison de la Tunisie.org, directeur maison de la Tunisie.org, ou on téléphone au 01 53 62 77 00, 01 53 62 77 00, si on veut donc avoir de plus d'informations. Peut-être qu'il y a des jeunes, des familles de quelques auditeurs de France Maghreb 2 qui y sont, et cette opération est soutenue, outre le partenariat officiel médiatique de France Maghreb 2, par la délégation tunisienne auprès de l'UNESCO, Tunisair et la TF Bank. Alors, puisque vous parlez de ça, je précise d'ailleurs qu'il y a un collège qui a obtenu 100% de réussite au brevet. C'est à Marseille. Ça se passe à Clichy-sous-Bois, monsieur. Ah oui, à Marseille aussi. Le lycée donc Ibn Khaldoun de notre ami Mohsen Ngzou, qui de temps en temps donc passe sur la radio, et lui aussi a eu sur une partie de ses élèves 100%. Et la question qui se pose, Christophe, aujourd'hui, ça va être une question nationale pour la France. D'une part, les lycées dits musulmans, entre guillemets, même s'ils sont avec des accords avec l'État, sont en train de faire réussir les élèves à 100%. Se posera la question à terme, si les parents dits musulmans, encore une fois, ne seraient pas tous tentés pour mettre leurs enfants dans ces lycées et petit à petit quitter l'école publique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la majorité des élèves de parents de confession israélite ne fréquentent plus que les lycées et les collèges dirigés par des membres de la communauté juive. Donc, je crois que c'est Ciotti d'ailleurs qui s'est inquiété du fait que les musulmans mettent de plus en plus dans les écoles coraniques. Moi, il faudrait qu'ils s'inquiètent du musulman, des juifs et même des catholiques ou des chrétiens, puisque c'est plus ancien et que la majorité ne met pas. Mais le résultat vont pousser beaucoup de parents à se sacrifier, à payer et à mettre leurs enfants dans ces lycées pour deux raisons. Un, pour leur garantir une réussite que peut-être ils n'ont pas dans les écoles publiques, cher Christophe. Et deux, pour chercher une identité religieuse. Merci, monsieur Belabla. Merci, Samed. Pour une identité culturelle qu'ils ne retrouvent pas et qui est critiquée systématiquement par monsieur Ciotti et d'autres. Donc, peut-être qu'un jour, vous aurez l'occasion d'aller faire l'interview à monsieur Ciotti. Moi, je le ferai pas. Parce que je saurais pas me contrôler, je saurais pas me retenir. Ça risque d'être plus que la confrontation entre monsieur, comment il s'appelle déjà, son nom m'échappe, monsieur Asselineau, et nous deux chroniqueurs, parce que vous en avez pas parlé, cher Christophe. Monsieur Asselineau avait eu déjà une altercation dans les studios de France Maghreb avec monsieur Osman Timera, il y a quelque temps. Vous l'avez oublié? Non, pas du tout, j'ai pas oublié. Et puis, le contexte n'est pas le même, mais bon. Non, mais la confrontation. Ouais. Et donc moi je sais que je pourrais pas me retenir face à des personnes de ce calibre et de mauvaise foi culturelle et politique. Alors, il paraît, Tarek Mami, qu'à l'issue du congrès de Versailles, Jupiter est redescendu sur Terre. Il y a une chose que tout président de la République sait. Il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout. Et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout. Alors moi c'est dit, voilà. Ben voilà. Comme ça vous aurez plus à lui reprocher qu'il se prenne pour Jupiter, même s'il avait lui-même utilisé l'expression celle-là. Et il y a une autre, cher Christophe, le maître des horloges. Aujourd'hui, il reste un peu
les maîtres des horloges. Et alors après cette phrase, est-ce qu'il le dit dans une sincérité politique ou est-ce qu'il le dit parce qu'il faut le dire et qu'il faut remonter dans le sondage? Les jours prochains viendront. Par contre, il a changé quelque chose de fondamental, monsieur Macron. Il a changé le fait que jusque-là, il donnait l'impression que déjà, il a tout décidé et qu'il fait ce qu'il a décidé. Et il envoie l'impression à la population, au peuple français, dorénavant, j'écouterai avant de décider. Il écoutera et il décidera, mais je pose la question entre les deux. Est-ce qu'il décidera en conséquence de ce qu'il va écouter et entendre, ou est-ce qu'il décidera ce qu'il a déjà décidé dans sa tête et que recevoir et discuter, c'est juste du formalisme pour la presse et pour les gens? Alors, et vous voyez que je suis pas tendre avec lui. Il faudrait quand même rappeler que les observateurs, enfin les analystes, ont quand même été assez durs envers ce discours qui finalement était un discours assez plat, assez pas véritablement d'annonce. Alors il y a eu cette annonce. Il y a eu cette annonce. Écoutez. Il y a eu deux annonces. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de déposer dès cette semaine un amendement au projet de loi constitutionnelle qui permettra que lors du prochain congrès, je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais pour pouvoir vous répondre. Bravo, M. Macron, hein. Bravo, hein. Il va pouvoir écouter et pas échanger avec les parlementaires. Enfin, je crois que ce sera vraiment les chefs de groupe, peut-être, d'ailleurs. Alors, voilà comment ça va se passer. Et quand Christophe dit bravo, Christophe Roux dit avec bravo à M. ironie, Macron. Hein, évidemment. Oui, quand M. Christophe Roux dit bravo, bon, je rajoute pas, sinon, ça sert à rien d'en rajouter. Donc, en fait, là, la loi, la Constitution l'oblige à venir, à parler et à partir. Et cette modification de la Constitution a été faite par M. Sarkozy, qui l'a utilisé une fois. Ouais. M. Hollande l'a utilisé une fois après les attentats. Ouais. M. Macron, il dit toute disposition qui est dans la loi et la Constitution, moi je l'utilise et je l'utilise jusqu'au bout. Et donc il va venir tous les ans pour faire en quelque sorte, et M. Lakila d'ailleurs l'a très bien résumé dans son interview. J'espère que ce sera pas comme le CFCM, hein. Non, il promet, il revient pas. Hein. Non, il reviendra. Il est obligé. C'est un engagement politique fort. Donc tous les ans, il va venir faire sa déclaration qui en fait va constituer pour lui des points d'étape par rapport à son programme d'avant-élection, de ce qui a été fait pendant la période passée et de ce qui reste à faire. Et donc c'est excellent politiquement et en termes de communication, c'est une merveille. On verra ce que ça donnera. Cette modification va permettre à ce qu'il vienne et s'exprime. Après, il se tait. Il écoutera la totalité des présidents de groupe. Ça va durer encore 1 heure, cher Christophe, pour les prochains congrès. Il prendra des notes et il répondra, non pas point par point, mais c'est comme si c'était une interview avec les chefs des groupes politiques à qui il répondra globalement. Dernière chose, nous avons eu la main heureuse ou le nœud creux. On est tombé sur l'un des députés qui nous a dit, on l'a diffusé, cher Christophe, j'avais demandé, moi, cette modification de la Constitution. Elle a été rejetée par le groupe. Oui, c'est Lagarde, mais oui, non, mais c'est très bien. C'est pas totalement vrai parce que c'est pas lui qui l'a demandé. Non, mais... Ça a été déposé par la France Insoumise. À vérifier. À vérifier. En tout cas, mais bon, ce qui est bien, c'est que les députés l'ont demandé, le groupe majoritaire l'a refusé. Oui, ça a refusé, oui. Voilà. Et là, le groupe majoritaire va recevoir l'ordre de l'accepter. Voilà. Donc, on peut considérer qu'à cette échelle-là, la démocratie française... Ça veut dire que les députés En Marche sont des frileux, quoi, c'est ça? Soit des frileux, soit qu'ils attendent à chaque fois l'ordre pour exécuter. Bon, dans un instant, il y a une autre phrase aussi qui m'a interpellé à propos de la retraite, c'est un truc de fou. Oui. Et puis par rapport aussi au... Je sais pas s'il nous restera le temps d'écouter sa phrase sur l'islam et d'engager notre débat. J'en ai un tout petit bout en fait de la phrase sur l'islam parce que le discours fait quand même 1h20. Oui, mais la phrase elle fait 3 minutes. Ouais, mais c'est la phrase que j'ai loupée moi. Vous voyez. Mais j'ai un petit extrait qui résume finalement. Je vous lirai le reste alors. Ah oui, absolument. À tout de suite avec Abdallah Zekri aussi qui sera avec nous. Ah, ça envoie du lourd hein, quand il y a Abdallah Zekri. À tout de suite. LGF, le grand forum. J'aime bien la petite phrase Tarek. Je l'ai pris en marche. Ça vient tout seul. Voilà. 01 40 33 9 évidemment pour nous appeler tout à l'heure dans Libertin. On vous laissera un petit espace bien sûr. Alors une petite phrase moi qui m'a bien fait rigoler quand même dans ce discours parce que j'y crois absolument pas. Écoutez. Hop, c'est où? C'est là. Donc toujours avec le discours de Macron. À Versailles, c'était lundi dernier. C'est pourquoi la France, avec nombre de ses partenaires, soutiendra la proposition de la Commission européenne
d'apporter une taxe sur le chiffre d'affaires sur les géants du numérique qui, aujourd'hui, ne paient pas d'impôts dans nos pays. Incroyable. Non mais ça j'y crois pas une seconde, Tarek. Non, on va... c'est terminé la phrase ? Oui, ça y est. Bon, c'est extra. En fait, il y avait un accord au niveau du Parlement européen pour taxer les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et les autres, et Twitter aujourd'hui. La commission de l'Union du Parlement européen a voté l'adoption. Et hier, la majorité, à 370 pour faire simple, contre 280, a rejeté cette proposition. Donc aujourd'hui, la bataille, les GAFA ont gagné la première manche de la bataille de la taxation. Et donc c'est là où on va voir le président de la République s'il va mettre tout son effort pour faire voter sa taxe, parce qu'il n'est pas normal que des sociétés comme Google vont s'installer en Irlande, là où elles ne payent rien, et elles récupèrent la totalité de ses bénéfices en France pour la remonter là-bas pour ne rien payer. Il faudrait qu'on arrive à... Sauf que c'est eux les vrais dirigeants du monde, Tarek, pas non, mais c'est pas grave. Google, Apple, Facebook et compagnie, ils représentent bien plus que tous les présidents réunis si en les Europe. présidents réunis publient dans leur pays qu'il y a la taxation d'office et que le chiffre d'affaires il est connu et qu'à défaut de déclarer de payer à la source, l'État prend 20%, ils ne peuvent rien faire. Ou alors ils quittent la France, ils ne vendront plus d'ordinateurs en France. C'est pas possible. Aujourd'hui, la bataille, elle est entre le capitalisme sauvage financier international et les États qui ont démissionné depuis en gros il y a 50 ans. Est-ce que les États aujourd'hui vont pouvoir ou vont vouloir prendre la responsabilité ou pas, tout comme la présence de la France et d'autres pays dans l'OTAN et l'absence d'une armée européenne. Aujourd'hui, on rentre dans le dur des questions de souveraineté. Et monsieur que vous avez reçu, Asselineau, ces questions-là, il s'en occupe pas. Lui, il a qu'une seule préoccupation. Non, mais on sort de l'Europe, mais en attendant de sortir, qu'est-ce qu'on fait comme politique pour préserver la souveraineté nationale? Ouais. Zéro réponse. Alors, un autre moment assez cocasse dans ce discours, c'est à propos des retraites. Alors là, il nous sort une nouvelle dimension de vision globale des choses. Tout le monde semble oublier que notre système de retraite, auquel je tiens profondément, et qui sera au cœur de cette réforme, est un système par redistribution, c'est-à-dire un système reposant sur la solidarité entre générations. La retraite n'est pas un droit pour lequel on a cotisé toute sa vie. La retraite est ce que les actifs payent pour les retraités. Ah, c'est pas mal celle-là, il fallait la trouver quand même. Vous cotisez pourquoi, vous? Pour faire votre retraite, non? Non, mais on cotise tous pour avoir une retraite. En fait, c'est la même chose, sauf qu'il est en train de glisser de langage pour nous vendre autre chose. Ça s'appelle... C'est sa spécialité en même temps. Oui. Jusque-là, ça s'appelle par répartition. Et pas par redistribution. Ok? Par répartition. C'est-à-dire qu'il y en a qui achètent la retraite d'à côté, et il y en a d'autres, tout le monde, qui font donc leur retraite par distribution. Mais la phrase est un contresens. Parce que si on dit aux gens, aujourd'hui, vous déposez votre retraite juste pour aider ceux qui ne travaillent pas, les gens feraient grève, et les gens feront plein de choses pour ne pas payer la retraite. Mais à partir du moment où les gens, dans leur tête, en tout cas dans leur compréhension, ils versent de l'argent aujourd'hui, comme dans une banque, pour être payés et remboursés demain, ils payent. Et donc c'est une clarification à faire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, cher Christophe, que c'est la seule phrase que j'ai retenue du discours du président, que j'ai posé cette question à tous les députés que j'ai eus, et ça a été des charabia parce que eux-mêmes ne veulent pas s'engager dans ce débat, parce que la majorité des députés de droite et de gauche partagent plus ou moins la vision des présidents, qu'aujourd'hui en fait on jette de l'eau dans la mer en espérant pouvoir le récupérer quand on sera, nous, à la retraite. Alors, autre moment aussi dans ce discours, c'est à propos du service national, que tend à essayer d'imposer Macron. Il s'en explique. Je crois profondément dans ce service universel, car c'est en connaissant mieux son compatriote que jamais peut-être on aurait croisé autrement, qu'on se met en mesure de le comprendre mieux, de le respecter et de sentir ce lien invisible qui fait la communauté de destin d'une nation. C'est aussi le moyen de comprendre ce qu'est l'engagement, le cœur de notre République. Et je sais que notre jeunesse saura s'en saisir. Oui. Moi, je partage complètement cette vision.
Aujourd'hui, cher Christophe, il n'y a plus d'endroit, à part peut-être le stade, mais les gens ne se parlent pas dans les stades, ne changent rien, où les Français se rencontrent entre eux. Quand vous avez toutes les communautés qui se mettent à envoyer les enfants dans des écoles confessionnelles, appelez-les comme vous voulez, la juive, la musulmane, la catholique, il reste un petit peu, ou la chrétienne, toujours, et il reste un petit peu dans l'école publique, les jeunes ne se côtoient plus. Quand vous arrêtez, donc, qu'est-ce qu'on a encore arrêté? Le service militaire, les gens ne se côtoient pas. Et moi, même si mon âge est dépassé, je suis pour qu'on fasse comme les Suisses. Les Suisses, tout le monde passe en gros une semaine tous les ans en service militaire qui permet aux gens de se rencontrer et de se parler. Et ça serait une bonne chose et pas et pour moi et pas que pour les gens qui ont en quelque sorte, cher Christophe, entre 18 et 24 ans ou 25 ans, mais pour tous les hommes et toutes les femmes disponibles physiquement et qui pourraient faire l'opération parce qu'on manque de ça. Et ça s'appellerait la réserve. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, vient le moment attendu sur l'islam. Il a fallu attendre à peu près 1h10 pour que Emmanuel Macron nous parle de l'islam et qu'il essaie. Alors j'ai pris juste un petit résumé. Écoutez. Nous clarifierons cette situation en donnant à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République. Alors là, franchement, je lui souhaite bon courage. Hein. Ah bah c'est tout. Ouais. Eh ben vous êtes court, cher. Ah bah oui, non mais ça résume tout de toute façon, ça résume l'ensemble de sa déclaration. Décidément, vous n'aimez pas Non, c'est pas que j'aime pas ou j'aime. Ah bah, on résume, on est là pour... Alors, on est Monsieur Macron dit, et parce que c'est écouté là-dessus, l'ordre républicain, c'est aussi la nécessité de ramener dans le giron de la République des pans de la société qui s'en sont éloignés. La République n'a aucune raison d'être en difficulté avec l'islam, pas davantage qu'avec toute autre religion. La laïcité, du reste, commande qu'elle n'a pas à en connaître de cette question et veut simplement que soit garantie à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Retenez cette définition du président Macron de la laïcité. Pour monsieur Macron, la laïcité commande qu'on n'a pas à en connaître et veut simplement garantir à chacun la liberté. C'est quand même extraordinaire. Je reviens au discours de monsieur Macron, mais il y a une lecture radicale, agressive de l'islam qui se fixe pour but de mettre en cause nos règles et nos lois de pays libres, de sociétés libres, dont les principes n'obéissent pas à des mots d'ordre religieux. Il faut que tout le monde sache qu'en France, la liberté individuelle, la liberté de penser, la liberté de critiquer, l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect des choix individuels n'attendent pas aux droits des citoyens et de principes, d'où ma phrase tout à l'heure, cher Christophe, sur l'égalité des sexes, donc hommes, femmes, qui va rentrer dans la Constitution. Et il termine par, il faut que tout le monde sache que nulle mise en cause de ces principes ne peut être acceptée sur le fondement d'un dogme religieux. Et ici, c'est pas un dogme religieux musulman, c'est un dogme religieux des trois religions. Et je sais que l'immense majorité de nos concitoyens musulmans le savent, le partagent, l'approuvent et sont prêts à participer à cette affirmation de notre République. C'est pourquoi, de l'automne, nous clarifions cette situation. C'est la phrase que vous venez de passer. Et j'en termine par la chute, où il dit, la chute pour ne pas le dire tout le texte, cette démarche avait été déférée au nom de cette idée que tout se vaut au fond. Notre pays n'a qu'un assemblage chaotique de traditions et de cultures. Il n'est pas d'accord avec cette vision. Voilà un petit peu... Sur la liberté de critiquer une religion, je dirais oui, mais pas toutes les religions, et il le sait mieux que personne. Non mais Christophe... Non mais il faut dire la vérité au bout d'un moment. Non, y a pas de vérité. Si le mec est au haut de son perchoir et qu'il n'arrive pas à saisir la réalité des choses... Non, c'est pas la réalité. Vous confondez... Non, je confonds pas. Non mais, je vais vous expliquer. Oui. Vous confondez la force des lobbies dans l'histoire de la France, à un certain moment, qui font qu'on peut ou qu'on peut pas critiquer une religion ou une vision du monde, avec la réalité politique de la Constitution et de la politique française. C'est pas la même chose. Confondre la réalité des faits et les principes n'est pas bon. Le principe, c'est qu'on critique toutes les religions. Et la religion juive, on a eu pour son poids pendant plus de 2 siècles.
Ok. Aujourd'hui, la situation. À ce titre, Non, elle en a eu. Ouais, d'accord. Moi, je suis pour la liberté de pouvoir critiquer une religion. Mais toutes les religions. Oui, mais qui l'a Et aujourd'hui, c'est pas possible. Non, Christophe, c'est pas que c'est pas possible. Ce que c'est pas. Vous savez très bien, Tarek. Si on prend un exemple, si on dit une chose particulière sur l'islam ou sur les musulmans, vous dites la même chose pour les juifs, vous allez au tribunal. Vous savez très bien. Qui a le courage de le dire? Pourquoi ils ne le disent pas, les journalistes? Eh ben, pourquoi ils ne disent pas les journalistes? C'est la faute à Macron? C'est pas la faute à Macron. Donc soyons quand même dans la critique, soyons pragmatiques et regardons les choses au fond. Si les journalistes ou si une partie de la communauté refuse de faire cette critique parallèle, c'est la faute de ces journalistes et de lobby, et c'est la force, non pas de l'argent, mais de la puissance des idées. Et j'ai toujours dit ici sur France Maghreb 2, et vous le savez mieux que personne, que la bataille des idées est plus importante que la bataille des armes. La bataille des armes s'arrête, la bataille des idées ne s'arrête jamais. Alors, nous sommes avec un responsable de la mosquée de Reims, mon cher ami. Alors, Tarek. il veut notre ami Ahmed, donc il se présente d'abord comme citoyen engagé, et c'est à ce titre qu'il nous rejoint dans cette dernière partie sur. Parce que c'est écrit, j'arrive pas à le joindre et Rafil non plus. On a appelé tout le monde. Alors beaucoup sont en déplacement en voyage. Monsieur Zekri normalement devrait intervenir. Monsieur Kamal Kaptan, qui nous envoyait un communiqué dont on lira un extrait tout à l'heure, est actuellement, m'a-t-il dit, dans une cérémonie de festivités de 14 juillet. Ah oui. Oui. Ça démarre tôt à Lyon, dites donc. À Lyon, apparemment. Ils sont dans le turfu à Lyon, apparemment. Peut-être que parce que le ministre de l'Intérieur, qui est de Lyon, ne pourra pas le faire demain, il le fera ailleurs. Donc il y est aujourd'hui. Demain il sera aux Champs-Élysées, le ministre. Voilà, et ailleurs. Et donc, c'est pas qu'on se rabat sur notre ami Ahmed El Mesherifi de Reims, c'est parce qu'il était dans la liste des intervenants et que lui a bien voulu. Lui, il est disponible, au moins. Il n'est pas disponible, il s'est rendu disponible. Voilà. Bonsoir, monsieur Ahmed. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, sur tout ce dont on vient d'évoquer avec Tarek Mami sur ce discours d'Emmanuel Macron à propos de l'islam, sur cette partie qui nous intéresse, et sur la tentative ou l'espoir d'Emmanuel Macron de réorganiser, il va venir tel un grand soldat sauver l'islam de France. Effectivement, il faut sauver le soldat islam. Ça, c'est quelque chose qui revient depuis toujours. Moi, une fois, j'ai écouté Charles Pasqua. C'était en 1992 et c'était le premier, je crois, à dire que l'islam est une réalité française. Ça m'avait un petit peu impressionné, ce discours, en tout cas en 1992. Surtout de la part de Pasqua. Hein. Voilà, surtout de Charles Pasqua, bien évidemment, puisqu'à l'époque, en plus, il était ministre de l'Intérieur. Donc, effectivement, ce type de discours est assez intéressant. Et je me suis dit, peut-être que maintenant que les politiques en France disent que l'islam est une réalité française, peut-être qu'on va commencer à travailler sur la dimension de l'islam et la présence de l'islam ici en France. Alors ça date de 92, donc c'est pas d'hier. Et malheureusement, depuis, il y a eu plusieurs tentatives, et même avant 92, avec Pierre Jox, je crois, il y avait le Corif en 89 ou quelque chose comme ça. C'est le premier qui a commencé ce dossier. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, il y a des hommes politiques qui arrivent. Et puis, vous savez, l'islam de France, ça me fait penser parfois au portefeuille de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive, il a besoin de faire une réforme. On a des réformes tous les 6 mois dans l'éducation nationale en France. Sur l'islam de France, chacun a sa petite idée. Alors, ceci dit, moi, je ne critique pas ces hommes politiques parce que nous, les musulmans, on est souvent assez critiques. C'est-à-dire quand des hommes politiques veulent travailler la dimension de la religion et notamment de l'islam, on se dit, mais de quoi ils se mêlent, hein? La laïcité, c'est la séparation du culte et du politique, donc ils n'ont pas à s'immiscer dans nos affaires. Mais en même temps, lorsque les politiques ne s'intéressent pas à l'islam, on est les premiers à pleurer en disant que finalement on est dénigré, on ne nous donne pas d'importance, etc. On ne veut pas avancer. Donc on est toujours dans la critique. Mais je pense que moi, la critique, c'est surtout au niveau de la communauté musulmane. C'est pas mon souci, c'est pas qu'il y ait Macron ou quelqu'un d'autre ou un ministre qui vienne dire il faut faire des choses, etc. Mon souci, c'est que je n'entends pas beaucoup les musulmans dire il faut faire des choses. C'est plutôt ça ma question et ce qui me pose problème. Et je pense que les musulmans ont tout intérêt à se réapproprier cette dimension d'organisation. Alors
C'est un raccourci quand je dis les musulmans. Il y a des musulmans qui travaillent. Il y a des musulmans corrects. Il y a des musulmans intelligents. Il y a des musulmans de bonne foi. Il y a des musulmans qui veulent avancer. Et il y en a des centaines et des milliers ici en France. Ça, c'est certain. Néanmoins, il y a encore quelques éléments qui ne permettent pas à ces personnes-là de bonne composition d'avancer. Et je pense que le cadre, moi, ça me dérange pas que l'État, non pas impose, mais propose un cadre. Comme disait très bien, comme le dit souvent Tarek, et comme le disait Nelson Mandela, qui travaille pour nous sans nous, travaille contre nous, forcément. Et que donc, au lieu d'imposer ou de proposer un cadre rigide ou quoi que ce soit, c'est plutôt de dire aux musulmans, on a besoin d'un cadre, c'est pas seulement vous les musulmans, nous la France, on a besoin d'un cadre aussi par rapport à la pratique de l'islam ici en France. Eh ben chiche, on commence à s'y atteler ensemble, Ahmed, à travailler ensemble. Pardon de te couper, je te propose d'accueillir avec nous monsieur Abdallah Zekri, que tu connais très bien sûr, Abdallah Zekri, qui est toujours le président de la lutte contre l'islamophobie au sein du CFCM. Bonsoir, de l'Observatoire. Bonsoir monsieur Zekri. Bonsoir. Alors on parle de cette organisation nouvelle organisation que entend proposer Emmanuel Macron, président de la République, concernant l'islam de France. Apparemment rien ne va, donc il faut que Emmanuel Macron passe par là pour remettre un peu d'ordre. Alors première question peut-être, cher Abdallah Zekri, vous avez fait la tournée des popotes de ceux qui prétendent réorganiser. Pouvez-vous nous dire un mot? Écoutez, j'ai pris comme d'habitude mon bâton de pèlerin. Vous savez que je suis un homme de terrain, j'aime bien voyager. Oui. Ça forme la jeunesse, paraît-il, à mon âge. Mais pour essayer d'écouter les uns les autres, parce que ce n'est pas dans un bureau enfermé avec 10 ou 15 personnes et qu'on peut décider des sorts des musulmans. Bon, il y a des musulmans qui s'intéressent à l'islam, d'autres qui s'intéressent pas. Moi, ce que je voulais, c'est écouter quel impact peut avoir toutes ces déclarations des uns et des autres, entre le ministre de l'Intérieur, entre le Premier ministre, entre le président de la République. Bien. Maintenant, il y a eu au temps de l'ancien président de la République et de M. Cazeneuve une instance de dialogue au niveau national. Le ministre Colombe, actuellement, lui, souhaite des assises départementales. Bon, c'est bien. Nous avons émis naturellement des réserves en disant oui, nous sommes d'accord pour des assises, pour des échanges, mais ce n'est pas à l'État de les organiser. Il y a un conseil qui s'appelle le Conseil français des cultes musulmans qui a 24 régions et ces régions-là ont déjà été élues par le passé par les départements. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui est un petit peu m'a gêné, c'est que le président de la République, dans son discours dernièrement au Congrès, il a reparlé de l'islam. Je pense que ce Congrès-là était plutôt organisé pour parler des problèmes de la France. Et le fait encore de mettre l'islam sur les rails, c'est comme l'islam a un problème avec la République et comme si l'islam est responsable de certains maux de la République. Et surtout, il parle de mettre cela dans un cadre et des règles, organiser l'islam en fonction d'un cadre et des règles. Alors, quel est le cadre et quelles sont les règles? Bon, voilà. Je pense que le président de la République également doit savoir qu'il y a une loi de séparation en 1905 et qu'il y a également la laïcité. Alors, il faudrait qu'il soit cohérent dans ses discours. Discuter, oui. Échanger, oui. Mais pas avec des gens, des visiteurs du soir qui vont à l'Élysée comme Karoui et compagnie et qui vont essayer de souffler dans l'oreille du président de la République. Ce sont des intellectuels, comme ils disent. Ils cherchent des postes, ça on le sait. Ils veulent faire de la politique, ça on le sait, mais la politique, elle se fait pas dans les mosquées, et c'est les gestionnaires des lieux de culte qui, naturellement, doivent prendre en main leur destin. Alors ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, le ministre de l'Intérieur nous a remis une lettre qui a été transmise à tous les préfets de France, de Navarre. Oui. Il les a rencontrés d'ailleurs le 3 par rapport à des assises départementales. Nous avons dit oui, on participe à ces assises, nous allons donner notre point de vue, mais il serait souhaitable que ces assises soient également avec la participation des gens élus, des CRCM. Je ne parle pas du CFCM, je parle des gens élus dans les régions. Ça fait des années et des années qu'on nous parle qu'ils veulent organiser, réorganiser l'islam. Il y en est toujours au même endroit. Et je pense que ce sont musulmans eux-mêmes de décider de leur sort, comme on fout la paix aux juifs et aux chrétiens parce qu'ils organisent leur religion. Moi, je suis désolé, le grand rabbin de France, il a été élu avec un tiers des synagogues. Donc, est-ce qu'on a remis en cause sa présidence ou sa légitimité? Le président du consistoire, la même chose.
Alors voilà, on se pose la question, pourquoi se focaliser sur l'islam? Il y a eu le terrorisme, nous ne sommes pas responsables du terrorisme, il y a des services de sécurité, nous avons condamné le terrorisme, et je pense qu'on a été même très loin dans nos condamnations, et nous disons toujours qu'il faut respecter les valeurs de la République. Moi, je n'aime pas, je ne veux pas qu'on impose quelque chose de là-haut par des gens qui connaissent rien à l'islam ni aux musulmans. Alors, peut-être question, vous êtes membre du CFCM, Monsieur Zekri? Oui, tout à fait. Alors, le CFCM a publié il y a 2 ou 3 jours un communiqué de presse pour la création d'une association cultuelle. Donc, je suppose que vous êtes d'accord sur le principe. Et aujourd'hui, on a reçu un communiqué de Monsieur Kamel Kaptan de la Grande Mosquée de Marseille, de Lyon, qui dénonce cette association, qui dit que lui, il la soutiendra pas, mais par contre, il appelle à l'organisation des assises nationales de la communauté musulmane de France. Bien, écoutez, il y a eu ce projet d'association culturelle pour lequel il y a eu un séminaire qui s'est passé samedi dernier. Oui. Au sein de ce séminaire, alors je dis bien, toutes les fédérations, toutes sans exception, ont participé, toutes sans exception. Il y a eu la mosquée de l'île de la Réunion qui était également présente. Il n'y avait pas 2 mosquées, celle de la mosquée de Lyon et celle d'Ivry, qui n'était pas présent. Maintenant, Kamel Kaptan, je le connais bien, c'est quelqu'un pour lequel j'ai de l'estime, même de l'amitié. Tout à fait. Mais Kamel Kaptan, chaque fois qu'il y a quelque chose du CFCM, il dénonce. Il n'est pas d'accord. Il dénonce. Bon, alors qu'il commence à dénoncer la fondation des Œuvres d'Islam, qui n'est pas dirigée par un musulman et dont il est membre. Ça, c'est le premier point. Les assises des musulmans de France, c'est quelque chose qui est proclamé depuis 20 ans. Depuis une quinzaine d'années, je m'excuse, c'est pas 20 ans, depuis une quinzaine d'années, il a toujours eu dans l'idée, on veut faire les assises des musulmans. Mais quels musulmans? Est-ce qu'on appelle tous les musulmans dans la rue, venez à des assises? Ou est-ce que, parce qu'il faut trouver avec les gens avec qui on parle. Ceux avec qui on parle, c'est les mosquées, les 2500 ou 2800 mosquées de France. Ceux-là, oui, on peut faire des assises avec eux. Oui, on peut discuter avec eux, mais on ne va pas faire comme on dit en arabe. Les musulmans vont se réunir. Non, Monsieur Zekri, avant d'aller de l'autre côté avec notre ami Ahmed El Meshrefi, qui est l'un des responsables de la mosquée de Reims, moi j'ai une proposition qui n'engage que moi. Oui. Et je connais votre capacité à la fois de réflexion, de décision et de rebondissement. Et le fait que vous dites merde à celui qui vous emmerde, que vous n'êtes pas d'accord. Moi, je me dis, à partir du moment où il y a eu la fondation créée ou proposée par le ministre de l'Intérieur, présidée par un non-musulman que vous avez tous rejeté, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les gestionnaires et les patrons de mosquées à se réunir tous pour créer une fondation dans laquelle ils mettraient toutes leurs mosquées, de créer un conseil d'administration avec tous ses responsables pour commencer à parler tous entre eux, pour couper court à tous ceux qui viennent de l'extérieur, vous donner des leçons de démocratie et nous donnons à nous, citoyens français de culture ou de confession musulmane, des leçons, ils nous ridiculisent, c'est comme si nous et vous n'existiez pas. Est-ce que cette idée peut être portée à la réflexion? Ça peut être porté à la réflexion, mais vous savez, s'il y a eu ce projet d'association culturelle, c'est par rapport au financement des lieux de culte, par rapport au halal, parce qu'actuellement, il y a certains, ils veulent pas qu'on touche leurs privilèges. Voilà. Il y a trois mosquées qui ont des certificateurs, qui encaissent l'argent, personne ne sait combien, ni rien du tout. On les rappelle, la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon, la mosquée d'Ivry. Okay, voilà. Merci. Ça c'est très bien. Et parmi les mosquées, je ne vais pas citer laquelle, parmi des mosquées, ils sont chargés, naturellement, de vérifier par des sacrificateurs s'il y a des halal. Moi, je dis aux musulmans qui m'écoutent, 60% de la viande halal, c'est pas halal, c'est haram. Parce que moi, je suis allé dans des abattoirs, très souvent, et je n'ai pas vu un sacrificateur. J'ai vu des gens qui avaient des cachets, qui avaient des étiquettes de mosquée, et puis ils mettaient les étiquettes. Bougez pas, restez avec nous, monsieur Zekri, nous ne quittez pas. On va faire un peu de pub pour pouvoir donc faire tourner France Maghreb 2 et on vous reprend. Je vous en prie. Vous et monsieur Ahmed Meshrefi. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous pour la suite. Et fin, il nous reste à peine 5 minutes, Tarek. Moi, j'ai envie de poser la question suivante à Abdallah Zekri, qui est avec nous, toujours. Si, effectivement, ce CFCM, s'il y avait de véritables élections, Macron n'aurait pas besoin de s'ingérer dans les affaires de l'islam de France, Abdallah Zekri. Et je rajouterai, si vous permettez, c'est Abdallah. Si tous ceux qui se reconnaissent comme citoyens de culture ou de confession musulmane étaient autorisés à voter
dans leur mosquée par département ou par région, comme vous voulez, à ces élections, ben, cette légitimité, même si c'est à 30% comme dans la communauté juive, c'est une légitimité populaire. Moi, je suis entièrement d'accord. Je l'ai dit et je l'ai dit 20 fois, 100 fois. Ce n'est pas un président de mosquée qui va prendre son beau-frère, le mari de sa sœur, son cousin, etc. Et il dit, voilà, nous sommes la mosquée parce que ça se passe comme ça. Et nous, je vais désigner 3 personnes. Il serait souhaitable que les fidèles, que le président de l'association de la mosquée du lieu de culte fasse un appel en disant, la semaine prochaine, tel jour, nous allons organiser des élections pour désigner les gens qui vont vous représenter localement. Ils font appel, ils font des bulletins et à ce moment-là, ils font un vote pour que ça ne soit pas imposé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis pour, en ce qui me concerne, pour la liberté totale. J'ai dit l'autre jour, je suis pour une élection totale et je suis plus pour des cooptations. Je ne veux plus que des fédérations ou des responsables de telle association. Je désigne les miens. Et si ces gens-là désignés par des fédérations, s'ils obéissent pas à leur président de fédération, ils les enlèvent, ils remettent quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si on n'en est pas dans un café mort, on rentre prendre un café et on sort. Non, moi je suis pour une démocratie, un CA élu démocratiquement, et c'est le CA qui doit élire le président du CRTM, et non pas comme le projet qui est en train actuellement en pleine discussion, où est-ce qu'on doit reprendre le même schéma que maintenant une présidence tournante, ou bien une coprésidence à 3. Alors, comme je leur ai dit, et compris devant le ministre, la tournante, elle se passe au bas de Boulogne, elle se passe pas dans l'islam. Ça, c'est le premier point. La coprésidence à 3, on m'explique. J'ai dit au ministre, est-ce que, monsieur le ministre, vous pouvez diriger, commander un navire avec 2 commandants de bord. Avec 2 commandants de bord, il coule. Avec 3, il coule et il tape dans le mur, même s'il n'y a pas de mur dans la Méditerranée. Donc, je suis contre ces propositions et je suis contre cette manière. Maintenant, vous posez la question, si les musulmans s'entendaient, M. Macron n'a pas à se mêler. M. Macron a dit 2 choses intéressantes. Il a dit que la République n'a aucune raison d'être en difficulté avec l'islam. Je suis d'accord avec lui. La République doit avoir confiance en l'islam. Et après, il dit, la laïcité commande qu'elle n'est pas à en connaître, c'est-à-dire des religions. Et là, je suis d'accord avec lui. Mais après, il dit, mais il y a une lecture radicale, agressive de l'islam. Exact. Qui se fixe pour but de mettre en cause nos règles et nos lois. Ce n'est pas l'islam qui met en cause les règles et les lois. Ce sont des individus, des gens, des intégristes, des fondamentalistes, des salafistes extrémistes qui mettent en danger et qui ne veulent pas respecter les lois. Moi, je l'ai dit dans tous mes discours, la loi du Dieu, c'est une loi qui me concerne, mais en tant que citoyen, il faut d'abord respecter les lois de la République, mais la loi de Dieu, je la respecte par rapport à la religion. Les autres, ils donnent une autre lecture. Si tu ne crois pas, tu respectes pas la loi de Dieu, tu vas à Jahannama, tu vas à l'enfer. Ceux qui disent aux gens comme ça, aux jeunes, ils vont à l'enfer, ils oublient une chose. C'est le premier qu'on va trouver en enfer parce qu'ils poussent les jeunes à faire des bêtises et finalement ils ne apprennent pas le vrai islam. Le vrai islam, ou la paix. Donc par conséquent, c'est vrai que l'iftar vous était, le ministre de l'Intérieur fait un discours à la tribune pour dire que l'État n'a pas à s'ingérer du culte. Et plus loin après son discours, il dit, nous avons instruit les préfets pour organiser des assises départementales. Alors, il s'agit de savoir. Tout à fait. Si l'État n'a pas à s'immiscer, comment voulez-vous qu'ils instruisent les préfets pour organiser des assises? Monsieur... À un moment donné, on nous a dit, nous allons rencontrer les responsables du culte et des intellectuels. Ce qui veut dire que nous, on n'est pas des intellectuels, on est des bourricots. Monsieur Zekri, on va écouter le journal de 2 minutes et on vous garde avec nous et on posera la question à monsieur Ahmed Meshervi pour réagir à vos propos. On a encore une vingtaine de minutes à titre exceptionnel un vendredi soir. Ah oui, vous nous sortez ça comme ça, vous? Oui. Merci. Bonsoir à tous. Une explosion criminelle en Corse du Sud à Petreto Bichisano, une entreprise de restauration collective, a été la cible d'une attaque à la bouteille de gaz la nuit dernière. Pas de victimes mais de gros dégâts et un tag retrouvé sur la façade. La drogue dort. Le nouveau plan contre le terrorisme, une cellule spécifique créée prochainement pour suivre les détenus terroristes ou radicalisés à leur sortie de prison. L'une des annonces du Premier ministre ce matin au siège de la DGSI. Édouard Philippe a aussi confirmé la création d'un parquet national antiterroriste.
2 morts dans un accident d'hélicoptère dans le Var, à Saint-Raphaël. L'appareil s'est écrasé vers 9h30. Un incendie a commencé à se propager autour de la zone de l'accident. Il a rapidement été maîtrisé par les pompiers. L'identité des victimes n'est pas encore connue. Le taux de réussite au brevet des collèges s'élève cette année à 87,1% selon les résultats provisoires publiés aujourd'hui. Un policier stagiaire suspendu par le ministère de l'Intérieur est placé en garde à vue. Quelques heures après la révélation hier d'une vidéo le montrant en train de frapper un détenu dans l'enceinte du TGI de Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, condamne avec la plus grande fermeté ce comportement inadmissible. Il dit aussi qu'il vient nuire à l'image de l'ensemble des forces de sécurité. Il y a du monde sur la route pour ce deuxième week-end de départ des grandes vacances d'été. La journée est classée orange par Bison Futé et demain ce sera rouge. Des milliers de personnes à Londres pour protester contre la visite de Donald Trump. Le président américain va rencontrer la reine Elisabeth cet après-midi. Ce matin, il a discuté avec la première ministre Theresa May après l'avoir ouvertement critiqué la veille. Elle ne suit pas assez, selon lui, le vote des Britanniques sur le Brexit. Il est ressorti de l'entrevue en clamant que les relations bilatérales étaient très solides. Sport, la 7e étape du Tour de France. Un sprinter devrait s'imposer sur cette étape car elle se court en pleine, 231 km. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami et au téléphone Monsieur Abdallah Zekri. Qui est avec nous et également Monsieur Ahmed El Meshrifi de Reims. De Reims. Donc rebonsoir à tous les deux. Bonsoir. Voilà, donc alors peut-être une question Tarek Mami à Abdallah Zekri. Alors on reste dans aujourd'hui Monsieur Zekri, les musulmans dénigrent à longueur d'année le CFCM et ne s'y conforment que pour le Ramadan, où là il y a l'aspect j'allais dire religieux, pratique, spiritualité qui revient, et les musulmans ne souhaitent plus être dans la division sur cette date du Ramadan uniquement. Ils s'en foutent, et permettez-moi l'expression, sur la date de l'Aïd el-Kébir, chacun fait ce qu'il veut. Ils s'en foutent des horaires de prière de telle ou telle mosquée, mais sur cette date. Alors comment faire pour construire cette cohésion, j'allais dire des musulmans de base, j'aime pas l'expression, mais il faut bien la dire, et comment donner une respectabilité au CFCM. Je vous rappelle la célèbre phrase du président Mitterrand: pour être respecté, il faut être respectable. Comment faire pour que le CFCM devienne à la fois respecté par le gouvernement et par les autorités de l'État et respectable pour les citoyens musulmans? Écoutez, je suis désolé, vous savez, il faut quand même être juste. Moi, quand il faut dénoncer des choses, je le fais et je n'ai peur de personne. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous, monsieur Zekri. Mais le CFCM, les membres du bureau, ils sont respectés par le gouvernement, ils sont respectés par les autorités. Sinon, je vous dis tout de suite, on n'est pas reçu ni par la République, ni par le Premier ministre ou d'autres ministres. C'est pour ça qu'on veut créer. C'est pour ça qu'on veut créer une AMIF à la place de CFCM. Attendez, non, il ne faut pas mélanger les choses. L'association culturelle, c'est autre chose, parce qu'elle aura un autre but. Elle sera loi 1905, elle ne sera pas loi 1901 comme le CFCM. Parce qu'il y a des objectifs, nous sommes dans un pays où il y a des règles, il y a des lois, donc il faut les respecter, il faut avancer. Pour répondre à votre question, le CFCM, au niveau respectabilité, les gens, ils sont respectés. Concernant la communauté, il y a des gens qui dénigrent. Moi, je connais beaucoup de gens qui dénigrent le CFCM, mais je peux vous assurer, ils ont tout fait pour y être. Tout fait. Mais ils n'ont pas eu leur place parce qu'ils n'ont même pas obtenu la voix de leurs propres enfants, ils n'ont pas voté pour eux. Bon, ça, il y a ceux qui dénigrent parce que d'autres qui dénigrent parce qu'ils ne connaissent pas. Je suis allé, moi, à un meeting, j'ai fait un discours, une personne s'est levée, elle est venue, elle m'a dit, moi je ne savais pas que le CFCM, vous avez fait ça, ça et ça. Il y a du travail qui a été fait. Je suis complètement d'accord avec les gens qui disent qu'il faut améliorer, qu'il faut avancer, qu'il faut réformer, mais ne pas dire que rien n'a été fait. Je suis désolé. Moi, je passe mon temps devant les tribunaux à combattre, à dénoncer, etc. Même dernièrement, le Premier ministre, je lui dis, je suis révolté. Je vous en avais parlé en tant que journaliste. Oui, tout à fait. Je porte plainte contre une élue qui a dit coucher avec un musulman, c'est comme coucher avec des chiens enragés, je ne sais pas quoi. On porte plainte contre elle. Le parquet nous dit que la plainte est arrivée, que l'enquête est en cours. Et quand on a relancé le parquet, il nous dit on a classé l'affaire parce que la plainte a été perdue. Est-ce qu'on perd une plainte quand il y a une plainte contre un musulman? Non, on ne la perd pas. Donc on mène des combats,
on fait un travail, et je le dis aussi, je vais être honnête par rapport aux gens qui nous entendent, au CFCM, il y a quelques personnes, je suis désolé, qui sont membres du bureau et qu'on ne les voit jamais sur 10 réunions, ils viennent 2-3 fois. Ce sont des gens, lorsqu'ils rencontrent avec le ministre, ils ont le plus beau costume, la plus belle cravate, et vous le trouvez à la place de Beauvau, les premiers sous la pluie en train d'attendre. Monsieur Zekri, vous dites tout à l'heure qu'effectivement le CFCM est respecté par le pouvoir en place. Comment vous expliquez que Macron ne soit pas venu au dîner du CFCM cette année? Et comment ça s'est passé? Il avait promis de revenir. Hein. Et comment ça s'est passé en définitive le dîner? Avec le Premier ministre qui était là mais qui n'a même pas fait de discours. Non, alors, deux choses différentes. Oui, allez-y. Alors, Macron, il a un agenda, on ne peut pas lui imposer. L'année dernière, il est venu. Bon, on était contents. C'est pas parce qu'il n'est pas venu cette année qu'on doit faire un drame. Ça, alors moi, excusez-moi, non mais je vous laisse, monsieur Zekri, je vous laisse répondre. Mais nous, quand on a dit ça pour nos auditeurs, il y en a un qui nous a appelé pour dire, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais le président de la République, la première date qu'il met dans son agenda tous les ans, c'est le dîner des CRIF. J'ai entendu ça. Voilà, c'est le dîner des CRIF. Pourquoi il fait pas pareil pour le dîner des musulmans? Non, ça, je l'ai entendu. Oui. Nous l'avons dit également. Le président dit, mon agenda ne me permet pas. On n'allait pas du tout lui dire, monsieur, vous ne nous aimez pas parce que vous ne venez pas. Par la suite, le Premier ministre a été invité. Il a dit, oui, je viens. On lui a proposé une date. Il a accepté la date. Donc nous sommes entièrement d'accord. Et puis, le ministre de l'Intérieur, automatiquement, quand il vient le président de la République, il vient avec lui. Oui. Quand il vient le Premier ministre, il vient avec lui. Oui. Bon, la veille du repas, Place Beauvau appelle le président du CFCM. On va là-bas. On rentre, on lui dit, voilà, le ministre, c'est lui qui va faire le discours. Bien. Lorsque je suis sorti de là-bas, vous me connaissez comment que j'ai réagi. Oui. J'ai mal réagi. Oui. Le fait qu'on nous dit que le Premier ministre, finalement, il est appelé par le président de la République, donc à l'Élysée, et qu'il ne pourra pas assister au dîner. J'ai fait une déclaration à l'AFP, qui a été reprise immédiatement. Ogra a fait une déclaration, la mienne a été plus virulente, ça ne leur a pas plu, etc. Et finalement, après, on nous informe que le Premier ministre, va venir à la fin du repas prendre le thé. Bon, il n'est pas venu à la fin du repas, il est venu avant, il était assis à ma droite, j'étais assis à côté de lui, il m'a dit, oui, monsieur Zekri, etc., les communiqués, vous savez, les journalistes, je dis non, monsieur le Premier ministre, vous avez dit, nous avons annoncé à tous nos invités que ce dîner sera naturellement sous l'égide du Premier ministre, et après vous nous dites, et on nous dit, il ne vient pas. Et même à la place Beauvau, on nous a confirmé que vous n'allez pas venir. Et vous dites également, sur la déclaration que vous faites en s'adressant à moi, que on ne va pas écouter le discours du Premier ministre. Et il m'a dit, le discours qu'a lu le ministre de l'Intérieur, c'est mon discours, et c'est celui que je devais lire à la place du ministre de l'Intérieur, et je lui ai donné à lire. Donc, si je comprends bien, je lui dis, ce que le ministre de l'Intérieur a lu, c'est votre discours, c'est le message que vous allez nous passer. Et c'est là où j'étais surpris, qu'au départ du discours, on nous dit que l'État n'a pas à s'ingérer du culte, que nous sommes libres, etc., d'organiser notre culte, mais par la suite, nous avons instruit les préfets pour qu'il y ait une rencontre des assises départementales. Voilà les contradictions. Moi, je dis oui, discuter avec l'État, oui, entièrement d'accord, mais discuter, échanger, trouver des solutions, et ainsi de suite, mais moi, je n'accepte pas que ce soit ni l'État, ni personne qui puisse m'indiquer comment. Est-ce que quand j'entends des gens, des musulmans, qui proposent, qui disent qu'il y a des versets du Coran qui sont une violence inouïe, qu'il faut les changer, je leur demande d'aller revoir la Bible, je leur demande d'aller voir la Torah, et je leur demande de chanter la Marseillaise. Un sang impur. Oui, alors, un chant extrêmement guerrier, vous avez raison. Abdallah Zekri, en fonction des textes. Dernière question en ce qui me concerne. Comment vous réagissez à cette consultation qu'a entrepris et proposé un certain Marwan Mohamed? Écoutez, Marwan Mohamed, quand il était au CCF, la presse ne lui a jamais donné la parole, parce qu'ils ont même pris contact avec le CFCM, avec nous, à un moment donné, pour essayer de travailler avec l'Observatoire, etc. Finalement, c'était une manœuvre pour qu'il puisse être introduit au niveau du ministère de l'Intérieur, et ça n'a pas marché. Il fait une consultation. Une fois qu'il a fait la consultation, qu'il n'est plus au CCF, alors là, tous les journaux ont parlé de lui. Or qu'au départ, on ne voulait pas parler de lui, c'est un intégriste, proche des frères musulmans, proche de l'UIF, il a massacré. Et une fois qu'il est tombé contre le CFCM, bizarrement, on lui a ouvert les colonnes. Alors déjà ça. Deuxièmement, il fait une consultation, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui va dépouiller, c'est lui qui va donner les résultats.
Ah non, attendant, il y a, je sais pas, je m'excuse, je vais vous parler en arabe parce qu'on est quand même Maghreb. Vous savez, dans les, comme on dit pour les gens qui jouent le domino, Rachab Hamida ou Hassab Hamida. Alors, je vais traduire pour ceux qui comprennent pas. Ouais. En clair, le joueur, c'est Hamida, on va dire André pour faire plus simple, et celui qui marque le point, c'est toujours le même André. Donc voilà. Après, vous avez la confusion des genres. Ouais. Merci en tout cas, monsieur Zekri. Il reste avec nous, hein. Il reste avec nous les 2 minutes qui restent. On va partir. Donc là, vous êtes où, monsieur Zekri, sans indiscrétion? Géographiquement, vous êtes où? Hier, j'étais à Marseille. Et aujourd'hui, je suis revenu à Nîmes parce qu'on avait un problème dans un bâtiment où il y avait, paraît-il, une mosquée du XVIe siècle qui devait être détruite. Donc, réunir la préfecture avec les propriétaires, les avocats, pour voir si vraiment c'est un bâtiment historique ou pas, pour qu'il ne soit pas détruit. Vous nous en parlerez, parce que ça nous intéresse. Donc, vous êtes à Nîmes actuellement? Ah, aujourd'hui, je suis à Nîmes, c'est mon anniversaire, je réunis ma famille. Ah, bah, bon anniversaire! Bon anniversaire, monsieur Zekri. On vous mettra la chanson. Merci. Donc, on va partir à Reims avec notre ami Ahmed El-Mishrifi pour une première réaction. Ahmed, sur tout ce qui a été dit. Vous avez raté une petite partie, mais en clair, monsieur Abdallah Zekri, je résume sous sa surveillance sa pensée. Le CFCM, c'est bien, peut mieux faire. Le CFCM doit se reformer de l'intérieur. Le CFCM a beaucoup de torts, mais a beaucoup de, j'allais dire, a beaucoup de défauts, mais beaucoup de qualités. Et c'est à nous de travailler de l'intérieur pour ne pas avoir à recevoir des ordres d'extérieur au nom de la laïcité et surtout de l'autonomie de la communauté, en nous rappelant que les représentants des responsables de la communauté juive, politique et religieuse sont élus à peine par un tiers donc des membres de la communauté. Voilà en résumé ce que nous dit monsieur Zekri. Votre réaction, monsieur Ahmed? Oh ben, on ne peut que être d'accord avec ce qui vient d'être résumé, forcément, de manière démocratique, mais de manière démocratique, effectivement, on ne peut être que d'accord. Après, moi, je rejoins, pour faire le lien entre les termes du président, les cadres et les règles pour l'islam de France, et puis, effectivement, quand M. Zekri dit il faut réformer le CFCM de l'intérieur, ça, je le rejoins, parce que ça ne sert à rien de recréer une nouvelle instance, il faut rester avec la même instance. À la création du CFCM, on était nombreux à dire que ce n'est pas terrible, mais c'est très bien, c'est une très bonne idée. Il faudra des dizaines d'années, des décennies pour que les choses s'organisent bien. Moi, ce que je proposerais, quand on parle de cadre et de règles, il y a un cadre et des règles qui pourraient être imposées aussi bien au CFCM qu'à l'État. Ce cadre et cette règle-là, c'est de ne pas travailler, ou en tout cas de ne pas élaborer une construction de l'islam de France avec des structures ou des associations. Il n'y a pas d'islam de France, il n'y a pas d'islam de France, je le rejette. Il y a l'islam de Dieu, l'islam al-muslimin, l'islam de France, c'est une foutaise. Oui, ça va de soi, monsieur Zekri. C'est le sarkozysme, l'islam de France. Ça va de soi, mais il y a quand même un islam au Maroc, il y a un islam en Algérie, un islam en Turquie, un islam, etc. Ça, je suis d'accord avec vous, monsieur Zekri. Vous prêchez un convaincu ou un converti, si vous me permettez l'expression. L'idée, c'est plutôt pas au niveau de l'essence de l'islam en elle-même, mais en termes d'organisation, de la structure de l'islam. Et la structure d'organisation de l'islam en Arabie Saoudite, en Turquie, en France, ou en Algérie, ou en Tunisie, ou au Maroc, sont différentes. Ça, vous pouvez que être d'accord avec. Et donc l'une des idées, le principal de l'islam, le nerf de l'islam, les sources de l'islam, c'est le Coran. Et le Coran, c'est l'unique wahdo. Il n'y a pas d'autre Coran. Mais là aussi, personne n'a dit le contraire. Mais, monsieur Zekri, je suis d'accord avec vous, je vous dis pour les différences. Après les différences, je suis d'accord avec vous. Monsieur Zekri, on souhaite que les musulmans s'autonomisent, on souhaite que les musulmans puissent travailler ensemble. Là, je suis en train de dire exactement ce que vous êtes en train de dire et vous n'arrêtez pas de m'interrompre, monsieur Zekri. Non, je ne vous interromps pas. Donc, il faudrait déjà qu'on soit d'accord tous les deux, ou en tout cas, pas que tous les deux, mais nombreux, surtout quand on dit exactement la même chose, avec des mots différents. Moi, ce que je proposerais, l'une des idées phares, je pense, et c'est ce qui fait que on n'arrive pas à avancer sur l'organisation, ou en tout cas pas aussi vite, c'est effectivement, pourquoi pas, plutôt se reposer, ou en tout cas encourager une organisation avec des entités, des associations, des structures qui n'ont pas de lien structurel ou financier avec l'extérieur. En finir avec l'islam des consulats, quoi, c'est ça? Voilà, et ça pourrait être aussi bien un cadre que des règles qui s'imposeraient à nous les musulmans, que ce soit CFCM ou association ou autre,
qu'un cadre et des règles qui devraient aussi s'imposer à l'État, qui forcément n'aurait plus besoin de consulter l'extérieur pour la mise en place d'un islam ici en France. Ça, c'est la première mesure phare qui me semble intéressante et sur laquelle tout le monde serait d'accord et qui intéresserait tout le monde. Deuxième point, je pense, qui me paraît intéressant ou important, c'est lorsqu'on veut organiser, lorsqu'on vient quelque part, on veut organiser une nouvelle structure ou quoi que ce soit, on commence déjà par les points qui fédèrent. On commence déjà par organiser, faire un diagnostic, forcément. On commence d'abord par travailler les points sur lesquels les personnes avec qui on veut travailler ont un bénéfice secondaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver en disant effectivement il faut juste un cadre et des règles, c'est déjà montrer un petit peu l'intérêt pour faire évoluer, mais pour le bien des musulmans. Il y a certaines thématiques, certains points, comme par exemple l'organisation de l'Aïd. L'organisation de l'Aïd, actuellement en France, c'est les mosquées qui organisent bon an mal an, c'est des boucheries qui organisent bon an mal an, c'est des personnes individuelles qui se débrouillent bon an mal an. Pourquoi pas à un moment se fédérer sur une organisation, non pas nationale ou départementale ou quoi que ce soit, mais en tout cas réfléchir là-dessus parce que c'est pour le bien des musulmans. Deuxième point sur lequel on peut travailler, et là aussi un bénéfice rapide pour les musulmans, c'est la question des cimetières ici en France, pour la communauté musulmane. Les choses ne sont pas claires et ne sont pas organisées, en tout cas pas partout. Et puis, il y a un point aussi sur lequel on peut montrer notre bonne volonté au niveau de l'État, en tout cas, pour dire que on a envie de travailler avec les musulmans, non pas simplement pour les canaliser, les poser dans un cadre et leur imposer des règles, mais on a envie de travailler avec eux pour faire avancer ce qui est important pour eux, notamment sur la question du statut des imams. Ici en France, le statut des imams n'existe pas. Donc, et là, c'est une position que l'État peut faire. Là, on peut pas dire à l'État, non, mais c'est la séparation de l'Église et de l'État, ou en tout cas du religieux et de l'État, vous n'avez pas à vous ingérer. Sur la question du statut de l'imam, l'État a son mot à dire, ou en tout cas on peut être partenaire, l'État et les musulmans ici en France, pour trouver des solutions. Et puis le dernier point aussi, pour montrer aussi, parce que les musulmans, il n'y a pas besoin simplement de les poser dans un cadre et des règles et les canaliser, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour protéger la communauté musulmane. Dernièrement, des ultra-droites voulaient agresser des musulmans, pas n'importe quel musulman, pas des musulmans spécifiques, pas des musulmans qui en veulent à la France, pas des musulmans qui qui dérapent ou quoi que ce soit, non. Ils voulaient agresser n'importe quelle musulmane dans la rue. Donc qu'est-ce qu'on pose comme cadre et règles au niveau de l'État pour justement protéger la communauté musulmane par rapport à ce type d'agissement. Et lorsque on aura travaillé, pas de lien financier et structurel avec l'extérieur, quand on aura travaillé la question des cimetières, la question des imams, lorsqu'on aura montré qu'il y a des choses qui se font pour la protection des musulmans, je pense que ça va rassurer les musulmans et ça va aussi montrer la confiance qu'on a envie de mettre dans la relation entre l'État et les musulmans. Aujourd'hui, l'État se méfie des musulmans, les musulmans se méfient de l'État, ils se regardent en chien de faïence et ça ne fait pas avancer les choses. Et les musulmans se méfient des musulmans aussi, on peut le dire. Et puis effectivement, il y a aussi... Et puis j'ai la pub, Ahmed. J'ai une dernière pub et on demandera d'ailleurs peut-être la réaction de tout ce qui a été proposé, qui part de bon sens. Abdelazekri, oui. Si vous souhaitez, j'ai entendu beaucoup de propositions qui sont très intéressantes. Oui. Le problème du cimetière, j'étais parmi ceux qui proposent qu'il n'ait pas de carré uniquement de carré musulman, mais dans chaque chef-lieu de département. Monsieur Zekri, pardon de vous couper, j'ai la pub et ça n'attend pas et on conclut dans un instant si vous permettez. D'accord, je vous en prie. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et pour finir, mesdames, messieurs, cette émission un peu particulière et à titre exceptionnel, prolongée d'une petite demi-heure avec Abdelazekri qui est avec nous et également notre responsable de la mosquée de Reims, Tariq Mami. Ahmed Meshrefi. Qui est avec nous donc. Ouais. Alors, parmi les propositions, et pour finir, Abdelazekri, que vient de formuler donc le responsable de la mosquée de Reims. Qu'est-ce que vous retenez ? Je retiens beaucoup de choses. Au niveau du cimetière, j'avais fait une proposition. Vous savez, quand de temps en temps, il y a un musulman qui meurt dans un village où il n'y a pas de où il n'y a pas de carré musulman, le maire de la commune à côté et un carré musulman refuse qu'ils soient enterrés parce qu'il n'est pas né dans sa commune. Donc moi, j'avais proposé un cimetière musulman dans chaque département, chef-lieu de département qui puisse avoir un cimetière musulman. D'après le sondage, les musulmans sont d'accord pour cotiser pour qu'ils aient leur cimetière. Ça, c'est le premier point. Concernant le statut des imams, il va de soi qu'il faudrait que ce soit en partenariat avec l'État, parce qu'actuellement, il y a 2600 lieux de culte, il y a des imams autoproclamés, d'autres on ne sait pas d'où on vient.
Il y a à peu près dans les 450 à 500 imams qui viennent de l'Algérie, du Maroc et du Turquie. Eux, ils ont leur diplôme, ça ne pose pas de problème. Ils ont fait des écoles théologiques, etc. Ainsi de suite. Mais il faut une formation d'imam ici. Je suis entièrement d'accord avec lui. Concernant la protection, par rapport au groupe identitaire qui avait naturellement annoncé, qui a été arrêté. L'année dernière déjà, nous avons porté plainte contre un monsieur qui a voulu créer une nouvelle OAS, qui a dit qu'il faut tuer les musulmans. Nous avons porté plainte. L'affaire, au départ, le procureur nous a dit non, ça, il a été jugé. On s'est rendu compte qu'il n'a pas été jugé. On a reçu une lettre il y a 15 jours, donc c'est récent, pour nous dire de nous s'adresser au tribunal de Nanterre. Nous avons fait le nécessaire des avocats. Concernant ce groupe, le dernier, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur, M. Colombe, lors d'une rencontre il y a 10 jours dans son bureau, est-ce qu'on peut avoir la liste des lieux de culte visés par ce groupuscule identitaire et également l'identité des gens qui sont visés. Il a dit, je ne peux pas vous dire, le dossier est entre les mains du juge antiterroriste, adressez-vous à la justice, constituez-vous partie civile pour avoir accès au dossier. Nous allons nous consulter partie civile. J'ai demandé à la réunion du bureau du CFCN qu'on se constitue immédiatement et le plus rapidement possible en partie civile afin que notre avocat puisse nous apporter le dossier de ce groupe-là, quelles sont les personnes, s'il y a des personnes visées, s'il y a des cultes visés, pour qu'on puisse naturellement prendre connaissance et prendre les mesures nécessaires. Il y a un point qu'il n'a pas parlé, notre cher ami Ahmed. Ahmed, il n'a pas parlé des aumôniers. Oui. Moi, je suis pour la mise à plat totale de l'aumônier militaire, de l'aumônier des prisons, de l'aumônier de la santé et de l'émission Vivre l'Islam. Tous ceux-là qui sont dirigés depuis 10 ans par les mêmes personnes ou 12 ans doivent être mis à plat et naturellement revoir les personnes compétentes pour les diriger, parce que je ne peux pas accepter qu'un aumônier national de la santé, il était en même temps aumônier régional dans 6 régions. Je ne peux pas accepter qu'un aumônier nomme ses copains, ses amis et ses parents. Donc il faut tout remettre à plat et nommer des aumôniers capables, dignes, et surtout au niveau des prisons, ne pas envoyer des charlatans pour aller voir les prisons. C'est pour ça que je vous dis, je dérange peut-être certains, mais moi je suis pour la transparence et je suis pour qu'on mette à plat toutes ces aumôneries et qu'on puisse décider qui doit être l'aumônier national, quelqu'un qui est capable de gérer, d'avoir des hommes sous ses ordres, les orienter, les diriger, et non pas mettre mon cousin, mon beau-frère, ma femme, mon fils et mon frère. Peut-être alors un mot, je rappelle que M. Zekri s'est battu pour l'enterrement de Mohamed Merah, puisque le maire a refusé l'enterrement et que vous vous êtes déployé, comme disent l'autre, comme un diable pour imposer la loi à ce maire qui voulait pas. Et la deuxième chose, peut-être un petit mot sur la fameuse émission justement Islam qui passe à la télé. Personne regarde. Non mais je sais pas si les personnes regardent, mais qui est dans une espèce de cocon fermé, y compris nous les journalistes, on n'y a pas accès, et qui est toujours déconnecté de l'histoire et de la réalité. C'est une émission qui dépend qui a été nommée par le CFCM et que le CFCM n'a même pas droit ni de regard ni de participer à des débats. Lorsqu'il y a eu des problèmes importants et graves qui touchaient les musulmans, on aurait dû, dans cette émission, pourquoi Al-Kabash, pourquoi BFM, pourquoi la 5, c'est dans l'air, pourquoi ils nous invitent pour parler des problèmes qui se posent. Et cette émission qui est pour l'islam et les musulmans invite certains intellectuels, certains copains, certaines copines, etc. Moi, je ne suis pas d'accord sur cela et il serait souhaitable. Je pense que les choses également, la changent. Vous voyez, je ne fais pas de racisme parce qu'elle est dirigée par un Algérien. Ici, je m'attaque à un aumônier qui est marocain, donc je ne fais pas de racisme. Moi, je veux l'intérêt. Et comme j'ai dit dernièrement, concernant les élections du CFCM, je veux une élection démocratique. J'en ai rien à foutre que le président soit marocain, algérien ou turc, peu importe, mais qu'il soit élu démocratiquement, qu'il fasse son travail et qu'il n'ait pas la grosse tête parce qu'il va serrer la main du président ou du ministre de l'Intérieur. Merci. Alors, Ahmed Michafi, donc pour la réaction, et on termine. Ouais, mais rapide, hein, parce qu'on est super en retard là, les gars. Et on va vous remercier. Alors, dernier mot. Alors rapidement, je ne m'exprime pas en tant que responsable de la mosquée de Reims, je suis simplement un fidèle rémois de la mosquée de Reims. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Après, je pense que les musulmans doivent monter un petit peu en compétence. Lorsque M. Zekri faisait allusion effectivement à tout ce qui est aumônerie, etc., il n'est pas normal de trouver, moi j'ai trouvé des aumôniers de prison qui ne connaissaient pas grand-chose en religion. Je pense que voilà, là aussi, ça c'est une des
difficultés au niveau de l'aumônerie. Néanmoins, moi je constate quand même qu'au niveau de l'aumônerie hospitalière, il y a une école qui s'appelle l'ENA, qui a été créée il n'y a pas longtemps. L'ENA, alors ENA, c'est E-N-A-H. Alors, l'École nationale de l'aumônerie hospitalière, avec un H à la fin. À ne pas confondre avec l'ENA. Et l'objectif, c'est justement de former des aumôniers. Là aussi, je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à critiquer ou à dire ou quoi que ce soit. Il n'empêche que là aussi, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place, à se structurer. Et l'objectif, c'est d'accompagner les uns et les autres pour s'améliorer. Comme disait Monsieur Zekri tout à l'heure, réformer de l'intérieur. Ça, c'est notre objectif à nous, tous musulmans. Néanmoins, Monsieur Zekri a répondu effectivement à pas mal de points. Mais moi, quand je disais effectivement un cadre et des règles, c'est pas simplement en accusant les uns ou les autres de la communauté musulmane. Monsieur Zekri fait un très bon travail sur l'islam, sur la lutte contre l'islamophobie. C'est très très bien ce qu'il fait. Il faut continuer. On a besoin de lui et c'est important. Mais néanmoins, moi, ce que je disais sur pas de lien avec l'extérieur, le statut des imams, les cimetières, etc. et les différents points, c'est qu'est-ce que l'État français met en place ou apporte comme solution aux musulmans. Parce que l'une des difficultés que nous avons ici en France, c'est que dès qu'il y a un problème avec les musulmans, on dit, ou avec l'islam entre guillemets, on dit, c'est aux musulmans de trouver des solutions, c'est à eux de financer, c'est à eux de se débrouiller. Et il n'y a on ne trouve pas de partenaire en face. Et je pense qu'à un moment, chacun a des responsabilités. Les musulmans ont des responsabilités, l'État a des responsabilités. Et nous sommes tous dans le bateau France, c'est le cas de le dire. Et nous sommes, nous sommes une grande famille. Quelles que soient un petit peu les obédiences ou les tendances religieuses, nous sommes dans le même bateau, nous sommes une grande famille et nous devons construire les choses les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Merci Ahmed, merci beaucoup Monsieur Zekri. Alors, est-ce que je vais vous laisser clôturer, cher Christophe, comme on est à la veille de la finale de la Coupe du Monde, donc l'avant-veille. On vous demande vos pronostics et vos souhaits l'un et l'autre, Monsieur Zekri, un peu de foot. Moi, je suis citoyen français, je vis là, mais j'aimerais bien que de temps en temps des petites équipes, un pays de 4 millions, puissent gagner la coupe, parce que ça sera un petit peu un grand bouleversement, il y a un grand chambardement. Que ce ne soit pas uniquement la puissance de l'argent. Donc vous êtes pour la Croatie, c'est ça? J'aimerais bien pour un petit pays comme la Croatie puisse gagner, même si de mon entourage, j'ai compris mon épouse, elle me dit alors quand même t'as pas honte, j'aime les petits pays, j'aimerais bien qu'ils puissent émerger. Voilà, mais j'ai quand même un attachement pour la France, mais dans le foot, dans la Coupe du Monde, que le meilleur gagne, disons. Voilà. Monsieur Ahmed Meshervi, votre pronostic ou votre souhait? Alors je vais vous donner mon pronostic et puis juste une anecdote. Dans les années 70, j'étais jeune et il y a une fois il y avait une personne, vous savez les musulmans à chaque fois on leur demande il faut choisir entre la France et le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie, enfin bref, s'ils étaient en guerre, quel pays tu choisirais? Et donc une personne m'avait dit quel serait ton choix par rapport à un match de foot entre la France et le Maroc, puisque je suis d'origine marocaine. Je lui dis écoute, tu sais mon père lui il entre dans ce type de match, il serait pour le Maroc. Moi je serais peut-être partagé, c'est un début d'intégration et je dirais que le meilleur gagne. Et mon fils, lui, serait pour la France. Finalement, je me suis rendu compte que j'ai devancé mon fils. Moi, j'étais pour la France avant même mon fils, et mon fils aussi est pour la France. Moi, je ne suis pas pour un autre pays quand c'est la France qui joue. Moi, je suis derrière la France. J'ai envie que la France gagne, et j'espère que la France va gagner 3-0 pour faire un clin d'œil à 98, 1-2, 3-0. Merci. Moi, je pense que ma femme ne va pas donner à manger ce soir parce que si elle est française, et tant pis, va perdre. Elle n'a pas écouté la radio. On lui dira pas ce que vous avez dit, Monsieur Zekri. Non, ne vous inquiétez pas. Merci, Monsieur Zekri. Je lui ai déjà dit. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, Ahmed. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Christophe, je vous laisse conclure. Oui, écoutez, en espérant une victoire française ce dimanche, un petit clin d'œil bien sûr pour il y a 20 ans, nous y étions il y a en 98 avec cette finale et ce joueur magique qui s'était révélé lors de cette finale, parce que je rappelle quand même qu'il avait marqué 0 but pendant toute la compétition, il s'est révélé en finale. Finalement, le match, on en avait le plus besoin face au Brésil, un certain Zinedine Zidane, qui pour le coup, sachez-le, n'a pas pris sa prime puisqu'il est en contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2020 et il a laissé donc son complément d'argent qu'il devait récupérer. Il l'a donc pas pris. Donc voilà, ce monsieur visiblement ne fait pas
ce métier que pour l'argent. Et ça fait plaisir à voir. Et une conclusion sur cette émission, donc en tout cas la dernière partie, organisation de l'islam. On a eu 2 interlocuteurs qui se sont affrontés entre guillemets un petit peu, mais qui en définitive ont la même vision. Il faut que les musulmans, que les citoyens français de confession musulmane s'auto-organisent pour ne pas subir les foudres de l'extérieur. Oui, ça veut dire surtout qu'ils passent beaucoup de temps à finalement être d'accord, mais jamais pour être d'accord quand c'est l'essentiel. Et pour organiser, c'est ça qui est plus triste. Parce qu'on a passé pratiquement 50 minutes à entendre effectivement des positions pour lesquelles ils sont d'accord. Mais après, quand il s'agit de passer à l'acte, il n'y a plus personne et ça c'est regrettable. Voilà. Bonne soirée à tous, bon match, rendez-vous ce dimanche à partir de 16h, Renatnan Montreuil, 50 rue de la République, de Paris pardon, à Montreuil. Et le match qui sera commenté donc par un certain Nordin Sarhi et Jean-Marc Zebellus. Bonne soirée, bon week-end et à lundi avec la victoire. Je rappelle pour ceux qui écouteront cette émission beaucoup plus tard dans quelques années qu'il s'agit de la Coupe du Monde de Russie 2018 que France Maghreb 2 a couvert et continuera à couvrir. Et les prochaines dates du mondial en 2022 au Qatar, 23 novembre, 18 décembre. Sachez-le. Ah ben mettez ça dans vos agendas. Voilà. Et vous les donnez surtout. Qu'elle y soit encore. Hein. Et vous donnez surtout au président de la République, comme ça il dira pas que son agenda ne lui permet pas. On sait pas où il sera en 2021. Voilà. Et voilà. En tout cas, nous on sera là. J'espère, Inch'Allah. Merci d'être avec nous. Bonne soirée et la suite des programmes, c'est maintenant. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour consolider et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.